Radio Cyclo, la première web radio 100% vélo. Je crois que quand tu pars pour une telle épreuve aussi longue, tu sais que tu vas passer par toutes les étapes. L'avantage qu'on a eu, c'est d'être en équipe. Et dans les moments où une des 4 filles était dans le dur, les autres étaient bien, venaient supporter. Et on tournait comme ça. Et je pense que ça a été vraiment ça qui a fait qu'on a bien vécu en fait. Pour moi, c'est pas une épreuve, c'est une aventure. Hein. C'est une journée où tu pars à l'aventure. Le temps s'arrête d'une certaine manière parce que tu as passé 6 mois à te préparer. Et là, tu arrives le jour J, hop, bim, c'est parti, tout s'arrête. T'as travaillé pour ça, maintenant il faut que tu en profites en fait. Et tu pars pour l'aventure et c'est pour ça que je pense que sur la fin, moi j'étais émue comme d'habitude, mais je pense qu'on l'a plutôt bien vécu. Mais c'est juste tellement puissant que quand tu repenses à cette histoire-là, tu te dis mais c'est ça en fait le projet Les Bornés. C'est pas juste le passage de la ligne d'arrivée, c'est tout ce que ces gens-là ont réussi à partager et ont réussi à se transmettre en émotion entre eux. Je sors du rendez-vous, j'appelle Vanessa, je fais attends là, il se passe un truc un peu fou. Elle est en train de me proposer un truc assez dingue. Et s'ensuit en fait plusieurs processus d'entretien et c'est là où tu réalises que ce que tu as mené comme communication, tout ce que tu as fait, en fait c'est porteur parce qu'il y a des marques à ce niveau-là, qui est quand même un niveau international, qui s'intéressent à toi. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ultra Talk. À travers cette conversation, Ultra Talk vous fait partager les aventures sportives les plus ultra, racontées par ceux qui les ont vécues. C'est leur histoire qu'ils viennent nous partager avec leurs propres mots. Chaque épisode est donc unique. C'est le parcours d'une personne que vous allez découvrir, qui vous apportera, j'en suis certain, une dose d'inspiration et de motivation pour croire en tous vos projets les plus ultra, qu'ils soient sportifs ou non d'ailleurs, pour les mener à bien et, je l'espère, venir nous les partager. Je suis Arnaud Manzanini et je vous souhaite de passer un bon moment en écoutant cet épisode. Les Bornés, c'est la rencontre de 2 cofondatrices aussi engagées et novatrices que sportives. Maude est entrepreneur dans l'âme et aime apporter une touche novatrice au projet qu'elle mène. Vanessa, quant à elle, vient du digital et aime analyser pour trouver la meilleure solution. L'histoire des Bornés a commencé il y a 2 ans seulement, lorsque Vanessa et Maude se lancent le pari fou de faire l'étape du Tour 2018. Maude n'était à ce moment-là jamais montée sur un vélo. Les Bornés font désormais partie du paysage cycliste. Si vous étiez présent à la dernière étape du Tour, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Les Bornés, c'est un projet de féminisation, digitalisation et démocratisation du cyclisme en France. À travers cet épisode, Maude et Vanessa nous expliquent leur vision, leur mission et ce qui les anime. Je ne vous fais pas plus attendre et laisse place à ma conversation du jour avec mes invités, Maude et Vanessa. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale avec les Bornés. Bienvenue à vous sur le podcast Ultra Talk. Bonjour. Bonjour, merci. Ce que je vous propose pour débuter, c'est peut-être de vous présenter toutes les deux. Ok, je m'appelle Maude, je suis l'une des 2 cofondatrices Les Bornés et je suis à la fois entrepreneur avec Vanessa sur certains projets et en même temps une sportive assez passionnée en triathlon et aussi running, cyclisme, etc. Bonjour, je m'appelle Vanessa, je suis la seconde cofondatrice des Bornés et je suis passionnée par le sport en général. Bon, très bien. Moi, je suis ravi de vous avoir sur le podcast. On a réussi enfin à synchroniser nos agendas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment a commencé l'aventure des Bornés. Déjà, quel est votre parcours sportif à toutes les deux? Qu'est-ce que vous aviez fait avant de lancer les Bornés? Alors, avant de prendre les micros, vous m'aviez expliqué la rencontre, mais peut-être la détailler, nous expliquer comment vous avez eu l'idée de lancer les Bornés. Et puis ensuite, on rentrera dans le détail avec la vision que vous avez sur ce que vous avez créé. Ok, on va peut-être déjà commencer par présenter notre parcours sportif. Oui. Je suis une ancienne cavalière. J'ai fait 10 ans d'équitation. J'ai fait un peu d'escalade aussi. Tous les sports que tu peux faire au collège via l'association sportive et tu les prends et tu les découvres. J'ai tout arrêté en études supérieures et j'ai commencé à courir sur mon premier job, je pense. Premier CDI où tu cherches à refaire du sport. T'es à Paris et la course à pied, c'est le sport le plus accessible. Ça a entraîné le cyclisme après mon premier marathon, puisqu'on te conseille de faire un autre sport. Et en rencontrant Vanessa, ça a enchaîné sur le triathlon. Et donc, à l'instant T, je peux fièrement dire que je suis Ironman. Félicitations. Merci. Tu as terminé quel Ironman? L'Ironman de Nice cette année. Celui sous la canicule, c'était merveilleux. Bravo.
De mon côté, si on doit reprendre depuis le début, et c'est pas très drôle, mais j'ai commencé ma carrière sportive en tant que pom-pom girl. Ça a duré 1 an, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas fait pour moi. S'en est suivi 7 ans de karaté, donc beaucoup plus masculin. Un changement radical. Radical. Et après, comme Maud, un petit peu pendant mes études, j'ai complètement arrêté. J'ai repris par la course à pied. Et progressivement vers le triathlon, jusqu'au moment où j'ai rencontré Maud et où je me suis remise vraiment à fond dedans, et notamment sur la partie vélo. Et donc, comment on s'est rencontrés ? Puisque c'est peut-être aussi la genèse du projet Les Bornés. Vanessa était spécialiste, et toujours spécialiste data et digital et influence marketing. Et j'étais chasseuse de tête et je lui ai fait passer un entretien d'embauche. Ça remonte maintenant à il y a 3 ans, je crois. Je sais pas si mes anciens employeurs sont au courant, mais voilà, du coup, surprise. Maintenant, vous le savez. Mais s'ils écoutent le podcast, voilà. J'ai débauché Vanessa. On a commencé à courir ensemble parce que je me suis rendu compte qu'elle elle pratiquait le running, et à l'époque, moi, je courais avec une marque qui s'appelle Nike, et c'était les NRC. Et donc, j'ai commencé un petit peu à performer grâce à eux. Et je l'ai entraînée dans cette aventure, puis dans une seconde. Et en fait, on a fini par, sur un coup de tête, s'inscrire à l'étape du Tour, sur les conseils d'un ex qui m'avait dit que l'épreuve me plairait et où j'avais pris ça clairement à la rigolade. Et je pense que j'ai fait un lobbying de 3 à 4 mois sur Vanessa. Tu veux peut-être en parler ? Oui, alors il faut savoir que Maud fonctionne beaucoup au lobbying. Donc c'est à base de je t'envoie des vidéos aspirationnelles tous les jours sur les réseaux pour que tu finisses par craquer. Et donc j'ai fini par craquer de manière complètement naïve, sans savoir ce qui nous attendait. Et là, on est en quelle année ? 2017. 2017. Au mois d'octobre, je crois, les inscriptions pour donc l'étape. c'est récent. Ah, mais c'est tout à fait récent. Et à moi, à ce moment-là, je devais avoir 4 mois de vélo. Même pas, je crois que j'avais mis mes fesses sur un vélo pour la première fois en juin. Donc ça faisait très peu de temps. Vanessa avait quand même son expérience triathlon qui lui donnait une petite caisse quand même naturelle. Et on s'inscrit sur l'étape en se disant, ça a l'air fou, faisons-le. On veut le vivre. On veut vivre à ce moment-là. Et on se prend pas mal de réflexions à ce moment-là. Oui, les réflexions, elles sont multiples. C'est-à-dire en fait, on parle de notre inscription sur les réseaux sociaux. Donc, on diffuse l'espèce de petit dossard où, tu vois, étape du Tour et des réactions. Je reviens, mais juste quand vous créez votre inscription, donc vous vous inscrivez, les bornés existent déjà ou pas encore ? Pas du tout. Pas encore. Non, Maud et Vanessa, chacune de notre côté, à titre perso. Mais vous l'aviez dans la tête ou pas ? Pas du tout, non plus. Non, rien du tout. C'était on s'inscrit, on y va toutes les deux. C'est comme, viens, on va faire un marathon, viens, on va faire l'étape. Exactement, pas chiche, quoi. C'est un peu ça. Clairement. Et c'est justement ces réflexions, donc à la fois très positives, mais aussi très négatives, de la part d'hommes qui me disaient, mais vous êtes des femmes, vous n'allez pas y arriver. C'est ce moment-là qui a été clé et qui a été levier pour nous et qui nous a permis d'avoir ce déclic et de se dire, ok, il faut faire quelque chose maintenant. Et quand tu dis vous n'allez pas y arriver, c'est parce que vous avez communiqué sur le fait que vous alliez faire un temps ou, d'où venaient ces réflexions ? C'était d'une communication pour vous qui était orientée compétition ou elle n'était pas justifiée en fait ? Pas du tout, c'était vraiment partager le fait qu'on s'inscrive à ce type d'épreuve et qu'on partage en disant on va aller au bout, tout simplement. En fait, on va faire partie des 5% de femmes qui ont osé s'inscrire. Ouais, et on a osé. Et je sais pas si c'est ça qui dérangeait. Donc, l'intrusion d'une femme dans un univers. Vous avez senti, vous, un vrai problème à ce niveau-là ? Ouais, et je veux bien entendre des commentaires du type « Mais Maud, ça fait 3 mois que tu fais du vélo, tu te rends compte que tu t'inscris sur l'étape du Tour. Reviens sur la planète Terre. » Ok, ça s'entend, en fait. C'est un peu comme quelqu'un qui commence à courir et qui s'inscrit à un marathon. Ça peut se comprendre, on peut tous avoir cette réflexion de dire tu te rends compte quand même de ce dans quoi tu t'embarques. Mais par contre, le sexe et le genre et nos aptitudes en tant que femmes ne devaient pas avoir lieu d'être et ne devaient pas être un critère de jugement. Et c'est ça qui nous a un petit peu fait se dire mais il y a un petit souci. Et à ce moment-là, on commençait aussi un peu à tourner à l'anneau de Longchamp et on voyait un peu les comportements d'hommes qui acceptent pas d'être derrière une femme, il faut absolument doubler. Et on se dit, ok, là, cet univers-là, il y a quelque chose à faire sur la femme. Donc là, vous vous êtes inscrit sur l'étape du Tour, qui était Annecy. Le Grand Bornand. Avec le col. Des Glières, ouais. Des Glières. Ouais, okay. C'était abstrait. C'était littéralement abstrait. Okay. Moi, tu me disais une 6 km à une moyenne de 11%. J'étais, ouais, d'accord. Enfin, tu te rends pas compte. Ça me fait penser à Fanny Bensoussan, je sais pas si vous avez écouté le podcast, qui un jour, lors d'un réveillon, elle dit à ses copains, ben voilà, on est le 1er janvier, demain je vais faire 100 bornes en vélo. Et elle n'avait jamais fait de vélo. Et pour elle, y a des gens qui faisaient 100 bornes, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas les faire. Et puis c'est comme ça qu'elle s'est mise dans l'ultra. Enfin, elle a fait 100 bornes, 200 bornes, elle a fait l'ultra. Et ce mode de raisonnement, c'est ça. Il y a des gens qui le font, pourquoi moi je le ferais pas en fait ?
C'est ça. Et avec, je pense, une naïveté aussi sur ce qu'est l'étape du Tour. C'est-à-dire que pour moi, c'était une épreuve comme un marathon, comme n'importe quelle épreuve à laquelle tu t'inscris. Certes, avec un côté magnifique, parce que t'es dans les Alpes, tu en prends plein les yeux. Il y a toute une organisation autour qui est quand même... Le groupe ASO qu'on connaît très bien et qu'on avait déjà bien rodé sur la partie running. Mais de là à se rendre compte qu'on allait faire 10, 11, 12, 13, 14, selon les niveaux heures d'effort, on n'avait pas vraiment ça en tête. Alors comment ça se passe ? Vous vous inscrivez, c'est parti. Et derrière, alors quels sont les... Il y a une prise de conscience de se dire « Oh là là, donc on va s'embarquer » ou pas du tout ? Vous commencez votre préparation, vous faites adhérer des gens autour de votre projet ? Ça s'est passé en plusieurs étapes. Déjà, la première, et je pense d'une certaine manière la plus importante, c'est le nom, Les Bornés, qui est venu, alors Maud allait faire l'aparté, mais elle est venue en fait pendant que j'étais sous la douche. Voilà, comme ça, c'est dit, on le cadre. Tout simplement parce que ce nom nous colle à la peau. Déjà parce qu'on nous avait dit pendant la prépa, vous allez devoir borner, vous allez devoir faire des kilomètres. Non, mais ça a du sens, les bornés, c'est clair, voilà. Dans le jargon cycliste. Exactement. Et borner parce que je pense qu'on a été suffisamment têtus pour tenir tête justement à ces réflexions et qu'on est de toute façon de nature toutes les deux très entêtées. Ce qui a généré en fait une double préparation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous on s'est sortis d'un fameux groupe de running auquel on appartenait encore à l'époque. On a commencé à s'entraîner pour notre marathon, parce qu'on avait aussi sur la même année un objectif de record sur marathon. On voulait aller taper nos meilleurs temps. Donc on se lance dans une prépa marathon conjointement avec des débuts d'entraînement vélo sur des systèmes un peu home trainer, watt bike, avec une préparation spécifique pour commencer en fait à se générer un peu de caisse sur le cyclisme. Tout ça fait que quand on a commencé à sortir en extérieur, on avait déjà lancé une levée de fonds, on avait déjà commencé à se faire connaître un petit peu en tant que les bornés, parler du projet, lancer une communication, et les premières sorties, les gens ont commencé à nous écrire « Je peux venir avec vous ?» On n'allait pas dire non en fait, enfin, t'as une sortie de 3h, 3h30, 4h à faire, c'est hyper sympa d'être en groupe, donc on leur dit « Venez, pas de souci ». Et c'est à ce moment-là où ça a commencé à prendre de l'ampleur sur le terrain, parce qu'en fait, ces fameux rides qu'on voulait organiser, qui étaient plutôt à la base événementiels et ponctuels, sont devenus réguliers, avec des personnes récurrentes qui revenaient, qui en fait faisaient partie du groupe et qui se mettaient à nous appeler les bornés. C'est-à-dire que l'identité personnelle qu'on avait, Vanessa comme moi, disparaissait totalement, et les gens se mettaient à nous interpeller en disant « Eh les bornés !» Ce qui était très bizarre, parce que nous c'était plus un nom de projet, mais de là à ce que ça devienne notre identité propre, on n'avait pas envisagé ça comme ça. Et là vous avez senti qu'il y a un mouvement qui se mettait en place, qu'il y a des gens qui adhéraient à la vision que vous aviez du sport en général ? Ça s'est fait très progressivement, c'est-à-dire qu'on avait au début 1-2 personnes avec nous. Au début c'était des connaissances, puis des personnes qui nous suivaient sur Instagram, puis des vrais amis, jusqu'au jour finalement de l'étape où là on se dit ok, c'est maintenant, c'est le moment, on est à fond dedans, on se rend compte qu'on est suivi par beaucoup de personnes qui nous ont suivis tout au long de la prépa. Et là, juste après cette épreuve où on diffuse cette photo du passage de l'arrivée tout ensemble entre femmes, il se passe quelque chose. On entend déjà, je me souviendrai, et je pense Maud aussi toujours, de ce moment où on passe la ligne d'arrivée et où on entend les bornés arrivent par le speaker nous connaissait en fait. On l'avait déjà briefé, donc il connaissait notre maillot et pouvait nous annoncer en avance. Et là, je pense, encore une fois, c'est un nouveau virage pour nous. Parce que quand on rentre, on se rend compte que le ride qu'on organise en rentrant pour réunir tout le monde et continuer à rouler ensemble, on n'est plus 3, en fait, on est 15. Et là, il se passe quelque chose. Et c'est là où en fait le projet a pris, je pense, une autre ampleur. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les bornés pouvaient pas rester juste un truc qu'on annonçait sur nos Instagram personnels. Donc on a créé un groupe Facebook où les personnes pouvaient s'inscrire, rejoindre le groupe et être avertis des différents rides qu'on allait organiser sur la région parisienne. Ça a pris après une autre ampleur parce qu'ils nous ont demandé un compte Instagram parce qu'ils étaient frustrés de pas avoir quoi que ce soit à taguer pendant leur sortie. Ce qui nous semblait au début très honnêtement totalement aberrant parce qu'on se sentait pas légitime. Il y avait toujours ce problème un peu de sentiment de légitimité de pourquoi est-ce que nous on porterait le cyclisme féminin plus que d'autres femmes qui sont des emblèmes comme Pauline Ferrand-Prévot et qui elles font tellement déjà sur le terrain. On se sentait pas forcément à la base porté par ce besoin de rayonner et de faire rayonner autant le projet Les Bornés. En fait, c'est votre communauté qui vous a emmené quelque part là où vous êtes aujourd'hui. On leur doit tout. Et on leur doit encore tout parce que la suite qui a été donnée au projet Les Bornés sur 2019, dont on va parler, c'est entre autres eux qui l'ont porté. C'est-à-dire que nous, on a eu ce rôle, je pense, logistique, organisationnel, créatif. On a tout fait pour eux. C'est-à-dire qu'on les a un peu chouchoutés pendant un an et entre autres sur la semaine de l'étape du Tour édition 2. Mais ça reste porté par eux et ça n'aurait pas lieu d'être si on n'avait pas cette équipe derrière qui communiquait. Je pense que on va faire un petit retour en arrière parce que je pense que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. C'est à partir du moment où, chiche, on fait l'étape du Tour, on est sur la ligne de départ de l'étape du Tour.
comment s'est morcelée votre préparation? Est-ce que vous avez choisi un coach? Comment vous avez trouvé des partenaires? Ça, c'est très très intéressant pour les gens qui nous écoutent, qui se disent moi, j'aimerais peut-être un jour faire l'étape du Tour, mais je fais pas de vélo, ou très peu, ou un sport, mais qui n'est pas le cyclisme. Comment vous êtes arrivé à ça en fait? Alors, on n'a pas choisi de coach. On a pris, tu as avec ASO des plans qui sont délivrés par des marques. Alors, je crois qu'à l'époque, c'était Isostar qui avait délivré un plan, si je dis pas de bêtises. Et nous, on avait cette prépa marathon dont on avait déjà un plan, parce que j'avais mon ancien plan de mon premier marathon. Donc, en gros, le premier but, ça a été de se dire comment on cale une séance de vélo dans 4 séances de course à pied dans la semaine. Parce que tu avais le marathon jusqu'en avril. Ah ouais, d'accord, ok. En fait, je faisais le marathon de Milan et tu faisais le marathon de la Loire, je crois. Exactement. Et qui était à 2 semaines et demie, 3 semaines d'intervalle. Et à la suite de ça, c'était full vélo. Donc, on s'est calé une séance à chaque fois de vélo, plutôt orienté home trainer, avec plus les 4 séances de course à pied, ce qui, je pense, nous a donné une certaine forme de caisse aussi, il faut être honnête, parce que la course à pied t'aide. C'est sûr. Et ensuite, on est arrivé à faire 4 séances de vélo par semaine, 2 sorties longues, une sortie récup et une sortie spécifique où on travaillait soit à la force, soit à la vitesse. Et tu n'avais jamais fait de vélo avant? Moi, j'ai fait l'étape du Tour, j'avais 13 mois de vélo, donc au moment où je faisais ma prépa, j'avais quelques mois. Et on tournait à peu près, je crois, à 300 km par semaine, moyenne. En plus de la prépa marathon? Après la prépa marathon. D'accord. La prépa marathon a vraiment été jusqu'en avril avec une séance de vélo et ensuite c'était les 4 séances de vélo. Et c'était découpé en combien de sorties? 3 sorties par semaine? 4 sorties par semaine? Okay. Ouais, c'était plus facile parce que pareil, à ce moment-là, on lançait notre entreprise. On s'est associés toutes les deux en entreprise au mois de mai. Donc ça allait être une de mes questions en fait. Donc là, vous êtes full-time sur ce projet. Les bornés sont devenus un projet d'entreprise. Alors, pas exactement. Au moment où on est là, avril, vous faites le marathon et vous préparez l'étape du Tour. Vous êtes en format entreprise. Comment ça se passe? Moi, j'étais déjà entrepreneur. J'ai une entreprise qui s'appelle Print to Race qui fait des affiches sportives. Exact. Donc, j'avais ma propre boîte. Et Vanessa était encore salariée dans la boîte où j'avais essayé de la débaucher. Et peut-être tu veux raconter cette partie-là? Et là, elle a fait du lobbying aussi. Exactement. Alors, c'est exactement ce que je veux dire. Il y a eu 6 mois de lobbying. Non. En fait, au moment où on a cherché des sponsors, des partenaires, notamment sur la levée de fonds, on a été en contact avec des marques. Et on a eu des rendez-vous avec ces marques-là dans le milieu du sport. Et elles nous ont fait remarquer, en fait, notre complémentarité sur la partie relationnelle, business développement et sur la partie data marketing, le tout lié au sport. Et ils nous ont challengé en disant, franchement, si vous vous mettez à votre compte, on vous prend. Et donc, après la phase de lobbying habituelle, j'ai quitté mon poste donc en mai et on a lancé LBDC. C'est un petit clin d'œil, les Bornés Digital Company. Et il faut savoir que le choix stratégique qu'on a fait, c'est que les bornés, c'était un projet à 0 €. C'est-à-dire que le but, c'est qu'à la fin de l'année, on gagnait pas et on ne perdait pas d'argent. Sauf que quand on a commencé, donc on l'avait à la base mis un peu à part. C'est-à-dire que c'était un peu des lignes budgétaires un peu tranquillement gérées dans leur coin, mais qu'on essayait surtout de rattacher à rien. Et au moment où on a commencé à réfléchir à 2019, donc l'après-étape du Tour, à ce moment-là, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait faire des investissements et on l'a rattaché à LBDC. Ce qui fait qu'actuellement, notre situation, elle est... Moi, j'ai toujours Print to Race. J'ai LBDC avec Vanessa, donc on est quand même une grosse partie de notre temps sur les clients qu'on a qui sont dans le monde du sport. Et tout le temps libre, tout le temps à côté et parfois même le temps boulot, parce que quand on est proche d'une grosse épreuve, on travaille quasiment full sur les bornés. On bosse sur la partie des bornés, développement de la communauté, etc. Et pour l'étape du Tour, donc 2018, vous étiez 15, c'est ça au départ, à porter le maillot. Comment ça s'est passé? On était 4 femmes qui avaient été, qu'on avait sélectionnées pour Alltrix. Donc qui était notre partenaire de l'année 2018 et qu'on emmenait en fait sur l'étape. Alors nous on avait insisté pour qu'il y ait une équipe mixte, donc on avait 4 hommes, 4 femmes, sauf que les 4 hommes étaient un peu axés en mode performance et donc chacun le faisait dans leur coin. Et les 4 femmes, nous on avait pris le parti pris de prendre le départ ensemble et d'arriver ensemble. Et de finir ensemble. Donc okay. En haut des cols et en bas des descentes, on s'attendait puisque on n'avait pas toutes les mêmes niveaux. Il y en a qui montaient très vite mais qui descendaient très lentement parce qu'elles avaient peur, et inversement d'autres qui étaient des fusées en descente mais par contre qui grimpaient un peu plus lentement. Donc on a fait ce parti pris. Et comment vous avez vécu l'étape? Alors moi je l'ai fait cette étape du Tour, donc c'est pour ça le plateau des Glières. Voilà, je vois tout à fait de quoi tu veux parler en termes de difficultés, mais il y avait aussi la Côte de Rome qui était quand même très compliquée. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous vous êtes dit mais pourquoi on s'est lancé dans une telle aventure? Quels sont les messages qui vous sont passés par la tête tout au long des kilomètres? Je crois que quand tu pars pour une telle épreuve aussi longue, tu sais que tu vas passer par toutes les étapes. L'avantage qu'on a eu, c'est d'être en équipe. Et dans les moments où une des 4 filles était dans le dur, les autres étaient bien, venaient supporter. Et on tournait comme ça. Et je pense que ça a été vraiment ça,
qui a fait qu'on a bien vécu en fait. Pour moi, c'est pas une épreuve, c'est une aventure. Hein. C'est une journée où tu pars à l'aventure. Le temps s'arrête d'une certaine manière parce que t'as passé 6 mois à te préparer. Et là, t'arrives le jour J, hop, bim, c'est parti, tout s'arrête. T'as travaillé pour ça. Maintenant, il faut que t'en profites en fait. Et tu pars pour l'aventure. Et c'est pour ça que je pense que sur la fin, moi j'étais émue comme d'habitude, mais je pense qu'on l'a plutôt bien vécu. On n'a pas eu les mêmes phases, en fait, c'est ce qui était intéressant, parce qu'on n'était pas les mêmes profils. Moi, je sais que je vis toujours très mal les débuts d'épreuves. Je suis un foutu diesel, et j'ai adoré la Rome et la Colombière quand tout le monde était en PLS. Et j'étais tout sourire en train d'encourager les gens. On se rejoint également. Hein. Voilà. J'ai commencé à être bien dans la Côte de Rome, effectivement. Voilà. Et j'ai subi les glières comme jamais, alors que c'était le début. Donc, tu te poses toujours la question de comment je vais faire pour terminer. Et il y a quelque chose, en fait, ce qu'on s'était dit sur la ligne de départ avec Vanessa, quand on va pour prendre le départ, et tu commences à sentir la pression, l'ambiance, t'as 16 000 personnes autour de toi, c'est pas rien. Et le speaker en plus fait très très bien monter non, mais c'est merveilleux, c'est-à-dire la pression. Que, il fait bien son job. Il fait très très bien son job. On va lui accorder ça. Et en fait, on s'est dit, on n'a pas le droit de ne pas réussir, parce que si on réussit pas, on donne raison à tous les gars qui nous ont dit il y a 10 mois, vous seriez pas capables parce que vous êtes des femmes. Et c'est bête, mais quand t'en chies dans un col, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais tu peux. Mais quand t'es vraiment au bout de ta vie, moi j'ai fait une hypo en plein milieu de glières et il a fallu que je mange toutes les pâtes de fruits que j'avais sur moi avant de réussir à remettre mes fesses sur un vélo. Tu repenses juste à ça et tu dis je te donnerai pas raison. Toi mon gars, tu m'as peut-être fait toutes les réflexions de la terre et t'es un gros macho-man, mais je te donnerai pas raison, je terminerai et je passerai la ligne. Et c'est bête, mais ça je pense ça nous a pas mal porté dans les moments où on se disait mais ouais c'est dur. Parce que c'est dur, c'est l'étape du tour, on va pas se le mentir, c'est pas l'épreuve la plus facile de France. Non, c'est difficile, ouais. Et donc vous franchissez la ligne, tous ensemble, c'est ça, les 4 femmes ensemble. Toutes les deux, donc, qui êtes associées dans ce projet, vous échangez un regard, vous vous dites on est sur la bonne voie, on sait pourquoi on est là, on sait où on va. Comment parce qu'apparemment c'est toi les motifs du groupe, non? C'est Vanessa. Ouais. Voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Le problème c'est que Vanessa, on l'a piégée à la ligne d'arrivée parce que moi mes parents étaient sur le parcours, donc après la descente de la Rome, juste avant que tu montes la Colombière, donc qui se sont transformés en parents de toute l'équipe parce que tout le monde était content de les voir. C'est-à-dire que je pense que toutes les filles auraient voulu avoir mes parents à ce moment-là comme parents. Mais Vanessa ne savait pas que ses parents l'attendaient sur la ligne d'arrivée. Il avait suivi toute la journée. On lui avait caché, on lui avait fait la surprise. Donc je pense qu'il n'y a pas eu ce moment mode projet quand on a passé la ligne d'arrivée. C'était l'émotion, les retrouvailles. Elle s'est retrouvée nez à nez avec ses parents et je pense qu'elle s'y attendait pas. Donc on n'a pas forcément eu ce moment d'accomplissement. Il est plus venu après, comme le disait Vanessa tout à l'heure, les 15 personnes qui viennent sur les rails et tu te dis ah ouais, ça a eu un impact. C'est pas rien. Ou les messages qu'on recevait, je crois qu'on en a reçu quelques-uns quand même à la sortie. Tu m'as donné envie de faire l'étape du tour, je m'inscris pour l'an prochain. Et quand tu vois des femmes te dire ça, tu fais ok. Le message, il est passé. On en reparlera, mais c'est vrai qu'on a quand même eu des moments forts, même encore cette année, des moments où tout s'arrête et on se dit, ok, là c'est bon, on a fait quelque chose de fou. Et oui, on a ce regard. Enfin, avec Maud, on a un vieux couple aujourd'hui. J'arrête pas de dire, mais c'est ça. Et on se connaît par cœur. On sait quand on est sur la bonne voie, quand on fait quelque chose de bien. Faudrait peut-être qu'on se dise merci plus souvent. On va s'offrir des fleurs. Donc là, 2018, c'était l'objectif de 2018, hein, c'était l'étape du tour, c'est ça ? Ouais. Donc derrière, tout de suite, vous laissez un temps de réflexion pour un petit peu retomber les émotions, faire le point. J'imagine que vous avez dû recevoir de nombreux messages. Ouais, on se fait aborder par des marques, on se fait aborder par des gens qui veulent rejoindre le groupe Les Bornés, qui nous posent plein de questions. On commence à structurer l'idée de ce qu'on voudrait faire. C'est ce que j'allais dire. Donc là, vous vous dites, bon là, il faut structurer maintenant, avoir une vision précise. Et... C'est ça. On peut plus être complètement. C'est pas que c'était à l'arrache, mais c'était un peu nous deux, et puis le reste du monde veut se joindre à nous, il se joint à nous, mais on n'avait rien structuré en termes de marque. Maintenant, il faut que ça devienne une vision, en fait. C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on veut faire de ce projet ? Comment on veut l'amener ? La mixité nous tenait à cœur. On voulait absolument inclure les hommes. Donc on a vraiment commencé à travailler sur ça. Ça allait être une de mes questions justement. C'est vrai que moi j'étais au village de l'étape du Tour cette année. Donc je vous ai vu arriver tous en groupe assez imposant. La colonie de vacances, tu veux dire ? De manière assez imposante. Et je me suis dit waouh. Alors là il y a un gap qui a été franchi par rapport effectivement, parce que j'ai suivi l'évolution des bornés par rapport à l'équipe de 2018 et la communication qui avait été faite qui était déjà très très pro. On parlera tout à l'heure d'ailleurs comment vous faites pour aller chercher des partenaires parce que je vous trouve très forte pour ça. En tout cas c'est bien Merci. fait. Voilà. Mais en tout cas moi je vous ai vu arriver. J'ai fait waouh, impressionnant. C'était assez impressionnant. Donc quel gap a été franchi justement entre 2018 et 2019 ? Comment s'est passé cette année-là ? Je pense que le point initial, on l'a dit, c'est la communauté qui a grossi naturellement.
Et il a fallu qu'on suive le flot de cette communauté, qu'on s'adapte. En fait, je pense que notre point fort aujourd'hui, c'est de s'adapter. Donc ça a été, là, comme disait Maud, la page Facebook, le compte Instagram, la régularité des rides, des choses plus structurées, l'ouverture du compte Strava avec le tracé, avec des conseils. On commençait à faire de la sensibilisation aussi autour du vélo parce qu'on avait rencontré déjà pas mal de petits soucis, de personnes qui venaient sans ravito, des choses comme ça. Donc on commençait déjà à structurer à partir de là. Ensuite, tu as la partie, comme tu le disais, partenaire, qui nous a aidé à structurer d'autant plus. C'est-à-dire qu'on a quitté Alltrix, on est parti sur des axes totalement différents l'un et l'autre. Nous, on est parti sur l'axe de la démocratisation et donc n'importe qui peut se mettre sur un vélo et réaliser demain une cyclo-sportive avec un minimum d'entraînement. Et vous l'avez prouvé. Et on l'a prouvé, voilà, parce 2018. que 13 mois de vélo, enfin moi sur la ligne d'arrivée de la première étape du Tour, donc 2018, un monsieur nous voit en équipe, se demande ce que je fais là, enfin nous demande mais vous êtes une équipe pro Non, pas du tout. Et on commence un peu à papoter parce que tu as cette ligne de vélo qui doit sortir de toute façon de l'espace d'arrivée. Donc quoi qu'il se passe, tu es obligé d'être à la queue leu et il était derrière moi, donc on papote. Et quand il me demande en combien de temps on le fait, donc moi je regarde ma montre parce qu'en fait j'en avais même aucune notion. C'est-à-dire qu'on l'est tellement pas fait pour un temps. Donc je suis à, je crois, 10h45, 10h41. Ma montre s'était arrêtée, donc j'avais une idée approximative. Et il me regarde, il me fait mais attendez, mais vous avez mis moins de temps que moi. Ça fait longtemps que vous faites du vélo? Je fais très mois. Et il me croyait pas, il était mais attendez, ça fait 20 ans que je fais du vélo et vous avez été plus rapide. Désolé, je sais pas quoi répondre à ça. Donc il y a aussi cette partie-là qui fait que on décide de pas orienter performance, on décide de pas orienter concours un petit peu de qui a la plus grosse et on va chercher des partenaires qui partagent ce que l'on veut. Entre autres, et on a une chance folle, on a rencontré le fondateur de DAG. Je sais pas si tu connais l'entreprise, mais c'est un énorme réseau de distribution qui distribue Factor, des vélos donc très orientés triathlon assez haut de gamme, Gears qui est leur propre marque, parce que c'est les frères Giroud, donc il faut voir le petit clin d'œil avec Gears. Tu as Castelli en distribution exclusive, Morten, ils ont quand même énormément de choses, et des marques qui sont, je pense, avec leur renommée dans leur catégorie respective. Et en fait, on a rencontré Guillaume par recommandation. Quelqu'un a vu le projet Les Bornés, nous a envoyé un email. On a rencontré Guillaume sur un salon. Je me souviens encore de ce rendez-vous un peu lunaire où tu te dis mais qu'est-ce que je vais bien lui apporter? Le gars, il a un énorme stand, des marques de folie, il a Castelli. Et tu y vas quand même au culot et tu lui présentes ton projet. Et je me souviens on y allait en mode qu'est-ce qu'on lui demande en fait, parce qu'on avait une idée de ce qu'on voulait. On voulait équiper tout le monde avec la même tenue. Donc on voulait que les 30 cyclistes qu'on emmenait soient habillés pareil. Donc en gros Castelli quand même, enfin pas rien. On voulait des vélos pour les filles de l'équipe parce que tout le monde n'était pas équipé avec un vélo suffisamment capé pour faire l'étape et qu'on avait sélectionné un groupe de filles un peu orientées diffusion des réseaux sociaux, influence. Et en fait il dit oui. Et c'est là où on n'a pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là parce qu'on était vraiment, pour de vrai, tu nous dis oui à nous. Et je pense qu'il a vu un potentiel et maintenant, enfin, je pense pas qu'il le regrette trop parce qu'on regarde ce qu'on a mis comme communication et énergie. C'est votre job en fait, hein, tout ce qui est digitalisation. Vous savez très très bien construire tout ce qui est réseau et mettre en avant les marques. Oui, c'est les 3 axes qu'on met en avant de toute façon sur notre site, c'est féminisation, démocratisation et digitalisation. Aujourd'hui, les freins que représente le cyclisme de route, si je puis dire, on arrive à les passer grâce à cet axe-là, à la communication digitale, qui est notre force, et je pense que c'est l'avenir du cyclisme. Alors justement sur le site, tu parles de féminisation, féminiser le cyclisme, c'est ça ? Et vous avez néanmoins des hommes dans votre équipe. C'est hyper important. En fait, on s'est rendu compte avec Vanessa que c'était excluant de sortir les femmes. Pourquoi faire la même chose du côté des hommes? Et finalement, enfin, tu vas peut-être me compléter, mais c'est nos meilleurs ambassadeurs. Moi, quand j'ai vu des hommes dans l'équipe, je me suis dit, les bornés, mais je pensais que c'était justement que des nanas. Il y a une vraie fierté à avoir des hommes porter un maillot avec marqué borné EES, réellement. C'est une vengeance pour vous, c'est ça? Vous dites, ouais. C'est même pas une vengeance, c'est de se dire, on remet les choses à leur place, en fait. Non, mais c'est très bien, ça reste comme ça, c'est ouvert, vraiment, c'est très très bien. Et il y en a plein qui sont leaders de ride quand nous, on est absents, parce qu'on a fait une prépa Ironman cette année, et donc en conséquent, on a été parfois contraintes de faire nos propres séances dans notre coin et de pas pouvoir accompagner l'équipe. Et en fait, on avait des ambassadeurs hommes qui s'impliquaient, qui réalisaient les tracés. Ce week-end, on n'était pas là avec Vanessa, on était, alors c'est au moment de l'enregistrement, donc on était sur les mondiaux d'Ironman. On a demandé à 2 hommes d'organiser le ride, et ils l'ont fait à notre place. Et ils portent tout autant le projet que nous, et ils portent la tenue hyper fièrement. Donc j'imagine que l'équipe va
le nombre de personnes qui font partie des bornés va croître dans les mois et années à venir. Aujourd'hui, si quelqu'un qui nous écoute se dit moi j'adhère totalement, que ce soit un homme ou une femme, je veux faire partie du groupe des bornés, comment ça se passe en fait? J'ai cette question tous les jours, donc ça c'est bien, je pourrais bon répondre. signe. C'est pour tout le monde, pour tous ceux qui nous écoutent. C'est assez simple en fait, il suffit de s'inscrire sur la page Facebook, de s'inscrire à un ride sur Strava, tout en sachant qu'en effet, ça va dépendre de la localisation de la personne aujourd'hui. Parce que j'ai vu que vous proposiez différents rides dans différentes régions. Exactement, puisqu'après l'étape du Tour 2019, s'est produit un phénomène tsunamistique, si on peut dire ça. Et on s'est retrouvé avec beaucoup d'ambassadeurs potentiels qui se sont présentés chez nous en disant voilà, on veut faire des rides les bornés dans telle ou telle ville. Ne pouvant pas nous cloner, on a proposé en fait de reproduire l'ADN de nos rides, c'est-à-dire d'avoir toujours 2 personnes, 2 ambassadeurs, un binôme, un homme, une femme ou 2 femmes, peu importe, mais important que ce soit mixte, et qui reproduisent notre ADN, c'est-à-dire une personne devant pour cadrer le ride, éviter que les esprits un peu trop échaudés partent, et une personne à l'arrière pour faire en sorte que tout le monde suive et que tout le monde soit motivé. Et ça, on l'a reproduit, et donc la personne, lorsqu'elle s'inscrit, qu'elle veut participer à un ride, il lui suffit de choisir sa localisation, tout en sachant qu'aujourd'hui on a 8 villes, et on en a encore une petite dizaine dans le pipe là qui attendent sagement. Il faut savoir que c'est Vanessa la chef de projet sur ça. Hein. Elle gère ça de main de maître. Je suis le manager d'équipe. Et ça représente combien de rides? C'est des rides qui sont hebdomadaires. Enfin, je veux dire, c'est combien de rides par mois? C'est ce qu'on leur demande. Un ride par semaine. D'accord. Après, ils ont le droit d'avoir des vacances, bien des sûr, congés et Noël. Enfin, c'est du bénévolat en fait. Et c'est là où c'est fou, c'est que on n'a rien à leur proposer à part potentiellement de recevoir après plusieurs rides le maillot, les bornés. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une tenue. C'est-à-dire que même si c'est génial quand ils s'extasient à recevoir notre maillot, et ça nous fait toujours un peu bizarre, pour autant, enfin, c'est pas la dotation du siècle, on n'est pas une grande marque qui peut payer ses ambassadeurs, on pourrait même pas, on se paye pas nous-mêmes. Donc tu te doutes que ça va être compliqué de le faire avec des personnes qui organisent des rides, et ils sont tout le temps motivés et ils prennent vraiment les choses à cœur. Donc c'est assez fou. J'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse également sur l'étape du Tour 2019. Ouais. Et moi, j'ai été surpris de vous voir arriver comme ça en équipe. C'était vraiment imposant. Comment vous l'avez préparé? Parce que c'était très bien fait. Comment vous l'avez préparé? Comment vous avez été chercher d'autres partenaires? Peut-être que DAG, alors à moins que DAG était le partenaire principal. Mais comment vous vous êtes organisé pour aller chercher des partenaires pour cette étape du Tour? Comment vous avez sélectionné? Parce que j'imagine qu'il y avait d'autres personnes qui avaient postulé pour n'avoir que 30 personnes. Et puis j'ai vu qu'il y avait tout un programme pendant le week-end de récupération, de préparation. C'était très bien fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est parti, je crois, de novembre ou décembre 2018, où en gros on a commencé à se dire bon ok, on fait quoi pour l'étape du Tour de l'an prochain, sachant qu'ASO nous avait offert des dossards gratuits pour certaines personnes et payants, mais je sais pas si tu sais, mais cette année c'est parti en 4 heures. Enfin en 2019 les dossards sont partis en 4 heures, et nous on avait quand même des liens pour payer les dossards, soit, mais au moins on avait des liens. Donc on avait vraiment tout un projet d'équipe qui avait été monté conjointement avec ASO, et pour le coup ils nous soutiennent. C'est ce que j'allais dire, ils ont été réceptifs à ça. Ils ont compris. Je pense que la féminisation passait aussi par des personnes comme nous et par des équipes comme la nôtre. Et on a commencé à se demander un petit peu comment on allait gérer tout ça. Donc il y a eu la part, ok, il faut qu'on crée un maillot, puisqu'à l'époque on n'avait pas du tout négocié avec Castelli, et donc on était en train de se dire si on doit avoir une équipe, il faut qu'il y ait un maillot. Donc on a monté le premier maillot, le maillot officiel Les Bornés, où on a choisi une graphiste. On a fait je ne sais pas combien d'échanges de mails. Je ne saurais même pas dire le nombre de fois où on s'est écrit en disant mais attends, telle couleur, non pas telle couleur, non mais ok non pas tel motif en fait. Ça a été assez éprouvant. Et c'est parti en fait d'un logement où on s'est dit ok, 30 personnes, comment on les loge? C'est pas si simple que ça. On n'est pas Pierre et Vacances, donc il y a un moment il va falloir trouver une solution. Et c'était ma mission, c'est de trouver le logement. Donc je scrollais Airbnb, et tous les chalets. En fait, t'as 2 options. Soit c'est méga miteux, donc tu te dis mais je vais pas faire loger les gens dans ces conditions, c'est un peu abusif. Soit c'est méga luxueux, et là tu te dis je n'ai pas les moyens de ça. Et surtout il faut anticiper parce que 15 000 ou 13 000 personnes. C'était super booké. Tout était déjà hyper booké, donc on était en train un peu de flipper en se disant mais en janvier il faut qu'on ait au moins déjà un des 2 logements, parce qu'on savait qu'on mettrait pas 30 personnes dans un logement, donc il en fallait 2. Et j'envoie à Vanessa un lien d'un truc mais merveilleux, la ferme du Passieux, en lui disant lol, un jour on ira peut-être faire l'étape du Tour dans un truc comme ça, mais pas du tout sérieux. Je sais pas comment t'as réagi, toi. En fait, la première chose que j'ai vue, c'est des liports. Et je lui ai dit, c'est une blague. Elle me fait, non. Je fais, d'accord. Bon, là, on met les ambitions du groupe un petit peu plus hautes. Comment on va faire?
Et ça reste en fait dans un coin de ma tête. Et c'est horrible parce que je suis vraiment très entêtée. On porte bien notre nom. Et je me dis, ok, le chalet coûte 12 000 euros. On n'a pas 12 000 euros. Par contre, je peux, grosso modo, si je me débrouille bien avec les sponsors financiers, sortir 9 000 euros. Je vais contacter le gars et je vais lui proposer un partenariat en échange de visibilité et voir s'il accepte de négocier le prix. Mais au culot, littéralement. Et il accepte. Le propriétaire accepte, trouve le projet cool. D'ailleurs, il viendra nous voir la semaine sur l'étape pour papoter avec nous et en disant c'est trop bien ce que vous faites. Génial. Et sur le coup, en fait, quand il accepte, j'envoie un message à Vanessa genre non mais on a la ferme du Patio là, c'est pas une blague. Et c'est de là où c'est parti. Je pense qu'on s'est rendu compte du standing qu'on devait faire en termes d'événements pour coller au lieu où on allait les amener sans qu'ils le sachent, puisque la petite parenthèse, c'est qu'on a joué le jeu jusqu'au bout. On leur a fait payer 350 €. Donc ils s'imaginaient qu'ils allaient dormir dans un gîte miteux et on a bien insisté sur ça. Et jusqu'à la dernière seconde, on leur dit mais les gars, c'est des dortoirs de 8 personnes. Enfin, va falloir partager, communauté, tout ça. Vous allez souder l'équipe. Ils y croyaient. Et c'est à partir de ce moment-là où on se dit, OK, là, il y a des enjeux financiers qui sont importants pour nous. Donc, il faut qu'on la joue professionnelle. Donc, Maud commence à poser un business plan, à poser clairement, on a créé une présentation commerciale, une plaquette commerciale. On était obligé d'avoir quelque chose de ultra carré. On se base sur les datas qu'on a récupérées de l'année dernière, sur la partie digitale pour pouvoir poser un argument. On pose une équipe d'influence pour avoir quelque chose vraiment de solide. Et là, c'est parti, on passe en mode recherche de partenaires. DAG arrive. Et après, à partir du moment où on a le premier logement, DAG et 2 partenaires financiers qui mettent leur logo sur le maillot et donc en conséquent qui financent une partie du logement du logement 1 et une partie du logement 2 qu'on était en train de rechercher. Là, on passe sur l'annexe, c'est-à-dire la partie food, la partie conducteur et entre autres transport. Et la partie transport est entre autres gérée par Vanessa et c'est là où on dit l'Europe-Car avec les 5 vannes qui nous permettent de descendre. Génial. Et d'emmener toute l'équipe avec vélo parce que la contrainte c'était 30 personnes. Mais les vélos avec. Fallait y penser. Et ça, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Tu rajoutes 300 kilos de food, parce qu'on a amené toute la nourriture de Paris à Annecy, à Flumet, très exactement. Et les sacs de tout le monde, les affaires de tout le monde, plus les dotations dont ils n'étaient pas au courant. Donc, qui devaient elles-mêmes être cachées dans des cartons qu'on avait préparés en avance, étiquetés, avec les prénoms, etc. Je vous ai vu passer sur le stand de la boxe, le pédaleur. Ouais. Donc j'ai vu qu'effectivement les 30 personnes avaient reçu pour leur plus grand plaisir. Donc ça c'est des accords que vous avez négociés. Alors pour organiser une épreuve, je pense connaître un petit peu tout le travail en amont nécessaire de recherche de partenaires, de négociation, de discussion, d'échange. Comment vous vous êtes organisés pour ça, toutes les deux ? Est-ce que vous avez des rôles définis ? Moi, je suis plutôt la partie partenaire, sauf Europcar qui a été dealé par Vanessa parce que c'était trop lourd en termes d'organisation de dealer tous les autres partenaires plus Europcar. Donc, elle a pris Europcar. Vanessa était plutôt dans la partie équipe, gestion, logistique et donc en conséquent plutôt la partie humaine parce qu'il fallait aussi gérer les 30 personnes, les craintes, les angoisses. On a eu je ne sais pas combien de crises de panique de non mais j'y arriverai pas. Non, tu nous plantes pas s'il te plaît, ça va être compliqué. Et donc il fallait les rassurer. Et après, c'était au quotidien, c'est-à-dire la gestion des réseaux sociaux, c'est à qui a du temps. En fait, c'est simple, on fonctionne à la checklist. On a des bouts de papier à peu près partout et on est obligé de s'organiser comme ça. On est passé à Asana. On a modernisé le truc. Non, parce qu'on en avait marre des to-do list écrites. Et ma question c'est, vous êtes que toutes les deux ou? Oui. Voilà. On parlera tout à l'heure de l'avenir, hein, mais c'est vrai que c'est une grosse quantité de travail. C'est colossal. En fait, le problème, c'est qu'on avait une idée après l'autre et qu'à chaque fois, c'était OK, on va la faire. Et on s'arrêtait pas. Ouais. Et on en rajoutait une, les t-shirts avec les prénoms des gens. OK, c'est parti, à un mois de l'épreuve, on va trouver un fournisseur qui m'avait rendu la vie impossible pour faire des t-shirts avec les prénoms et le logo. Et en fait, à chaque fois, c'était une idée par-dessus l'autre pour rendre le projet encore plus exceptionnel. Ouais. Trouver un photographe vidéaste qui colle à nos attentes, qui soit capable de produire ce qu'on veut. Réaliser une vidéo qui soit faite, entre autres, avec des prises en amont, puisque sur la vidéo finale, tu nous vois en fait préparer l'étape, tu nous vois faire les mises en soupli, etc. Récupérer les colis avec Castelli à droite à gauche. Enfin, c'était une logistique en fait où tu te lances dedans, tu sais pas ce que ça donne. Là maintenant pour 2020, on est baqué, on sait ce que ça va donner, on va pouvoir prévoir. Mais finalement, tu vois, si tu compares avec l'étape du Tour 2018 quand on s'est inscrite, on a la même réflexion. C'est une forme, je pense, de naïveté intelligente. Je mets des guillemets dans le sens où on se lance dedans. On ne sait pas ce qui nous attend. On fonce tête baissée, mais on a l'intelligence de se dire qu'on est deux et qu'on va pouvoir y arriver. En fait,
on se base sur le fait qu'on pense qu'on est suffisamment solide pour encaisser ça. Vous faites confiance et en sachant que vous allez trouver une solution, quoi. C'est un petit peu comme si tu sautais dans le vide et que tu construis le pont alors que tu es dans le vide, quoi. Tu vois, tu construis le... Et il faut rajouter à ça que pendant cette même période, on avait chacune, enfin moi j'avais ma boîte à côté, on avait notre boîte commune, le projet Les Bornés pour l'équipe de 30, donc ce que toi tu as vu quand tu es venu sur les stands, et on rajoute à ça le fait qu'on était en prépa Ironman avec des séances à 2h, 2h30 par jour. Là, à l'instant T, avec le recul, je me demande vraiment comment on a fait pour sortir vivante. Ça allait être une de mes questions, moi je vais vous la poser maintenant, c'est comment vous équilibrez, comment vous arrivez à trouver un équilibre familial, un équilibre sportif, comment, voilà. Il y en a pas. Il y a beaucoup trop de sacrifices. En fait, moi, sur cette période, on a énormément sacrifié. Enfin, voire même 300% sur ce projet-là. Moi, j'ai une chance folle, c'est que je suis en couple avec quelqu'un qui a accepté de vivre en fonction de moi pendant 6 mois, voire 7 mois, ce qui est pas toujours facile à trouver, parce que il fallait ma prépa, mon projet Les Bornés, mon entreprise, et en plus de ça, on est en train d'emménager ensemble, donc ma vision de son futur appartement. Le pauvre, il a pris un tarif de l'espace pendant 6 mois. Je sais pas comment il fait pour encore me supporter. Mais on a énormément sacrifié. Enfin, on sortait plus, on voyait plus nos potes. Les gens nous écrivaient en disant mais on te voit plus. Et moi, quand je voyais certains de mes potes, c'était ok. Donc ce soir, je suis dispo à 20h30. Tu peux venir chez moi. On se fait livrer une pizza. Et je me bougeais plus moi personnellement. Toi, je te laisse. Non, c'est la même chose. De toute façon, je pense qu'on a commencé à réaliser ça commençait vraiment à être dur à l'approche de l'Ironman, parce qu'on savait qu'en fait, après l'Ironman, fallait qu'on enchaîne tout de suite sur l'étape du Tour. Mais il y avait 2 semaines de délai, mais c'était pas forcément de la prépa physique, c'était de la prépa logistique. Et c'est là où on a commencé vraiment à être dans le dur et à se dire, ok, là, ça devient vraiment compliqué. Là où la plupart des gens, en fait, après un Ironman, ils se posent, ils refont leur vie, ils vont voir des potes, ils boivent des coups. Nous, le lendemain de l'Iron, on était posés sur nos ordinateurs dans notre Airbnb à Nice, en train de dire, ok, il nous reste quoi à faire? Dans 2 semaines, on a 30 personnes qui doivent être dans des vannes avec un programme. On leur avait fait, je sais pas si tu l'as vu, mais en fait, dans les vannes, on avait fait des activités. On avait imprimé des fiches avec des ordres de mission qui étaient cachetées avec des seaux en cire. Vous avez poussé le détail, mais j'ai passé 2h30 à cacheter des petits seaux en cire Les Bornés. Je me suis brûlé les doigts 6 fois. Il y a une vraie démarche entrepreneuriale dans le projet que vous êtes en train de décrire, et moi je découvre ça avec. Mais c'est des idées bêtes, c'est-à-dire que je me suis haï d'avoir eu cette idée du seau et de me cramer les doigts pendant 2h30. J'ai envoyé des messages à ma femme en fait, quand tu as une idée, tu vas jusqu'au bout, c'est ça? Mais oui, mais dis-moi non la prochaine fois, genre dis-moi de pas le faire, s'il te plaît. Mais on l'a fait, et c'est vrai que la récup habituelle que les gens ont, nous en fait, on était en mode projet à la sortie de ça, et on est sorti, mais je pense explosé de l'étape du Tour, et parce que la semaine qui était une semaine de vacances pour tout le monde, parce que c'était clairement le Club Med pour tous les participants de l'étape avec nous c'était encore une semaine de boulot, et en fait quand les gens disaient mais attends, t'enchaînes l'étape du Tour avec l'Ironman, ça va pas être trop dur, franchement j'y pense pas, je pense plus à la logistique des 30 personnes, là ça me fait vachement plus peur que l'étape. Et l'Ironman, vous en avez profité d'être finisher, de le terminer, ou pendant l'Ironman vous étiez dans les projets des bornés et dire est-ce que j'ai pensé à ci, est-ce que j'ai pensé à ça, il faut que je note ça, donc je m'arrête et je prends une note sur mon téléphone pour repartir. Alors, petit aparté, moi, j'ai pas terminé. J'ai fait un DNF. Enfin, je suis tombée dans les pommes au 15e kilomètre. Enfin, quand il restait 15 kilomètres. Petit aparté. Après, je pense que ça nous a pas empêché d'en profiter, parce que dès l'instant où on est arrivé à Nice, on s'est mis un peu, je pense, dans notre bulle. Nos proches étaient là pour nous, etc. Et on a réussi à s'isoler juste pendant cet instant précis. Donc ça, c'était important pour nous. On a réussi. Personnellement, moi, j'y ai pas pensé pendant que je faisais mon épreuve. Pour une fois, c'était ton truc égoïste à toi. Tu l'as quand même préparé pendant plusieurs mois. T'as fait énormément de sacrifices pour ça, parce que j'étais, je pense, tout à fait consciente de la vie qu'on avait menée pendant les 6 derniers mois, que ce soit professionnellement comme sportivement. La plupart des gens te disent qu'un Ironman, c'est une expérience de folie, et que, en fait, tu fais des sacrifices de fou. Constance nous l'avait expliqué merveilleusement bien d'ailleurs. C'est ça. Et quand tu vois ça, plus tous les sacrifices qu'on a dû faire pour les bornés, en fait, t'as juste envie de dire ok, c'est mon moment égoïste. Et personnellement, je l'ai vu comme ça. Et on avait beaucoup de copines qui étaient présentes sur l'Iron qui le faisaient. On a eu une chance folle, c'est qu'on était plusieurs à avoir choisi cet Ironman. Et moi, mon objectif, c'était de les croiser. C'est-à-dire que je suis partie avec l'une d'entre elles à la natation, personnellement. Je l'ai recroisée sur le vélo, j'en ai recroisé une autre, parce que on était toutes à peu près à des niveaux équivalents. Donc on se doublait, on se redoublait. Et en fonction de qui papotait, parce que moi, perso, le vélo, je l'ai fait en papotant. Je me suis fait plaisir. Et sur la course à pied, je savais qu'il fallait que j'aille lui taper les fesses. D'ailleurs, je lui ai tapé les fesses 200 mètres après, elle est tombée dans les pommes. Je pense que c'est de ma faute. Mais en vrai, c'est une tradition, ce truc-là, entre nous, sur course. Et elle n'y voyait absolument rien de, ok. Mais non, c'est une tradition. Mais oui, c'est peut-être, en y repensant,
C'est ma faute, désolée. Non, mais t'étais là pour toi et t'étais là pour les autres. C'est-à-dire que moi, je sais que par exemple, on m'a dit, tu sais, c'est des boucles à Nice. Oui. Et au début de ma première boucle, je demande comment va Vanessa, parce que il y avait nos proches. Donc moi, j'étais, Vanessa, elle va comment? Elle va au top. Donc première boucle, je fais, ok, très bien, elle va au top, cool. Deuxième boucle, je repasse. Mon père qui me fait, non, elle va pas bien. Je fais, ok, elle a combien de mètres? 300. Je fais, ok, je vais la chercher. Donc j'accélère comme une grosse tocarde sur mon marathon. C'est juste le dernier truc à faire, mais parce que je voulais la toper pour voir si ça allait vraiment pas bien. Et finalement, en fait, elle a poker face de l'espace parce que, j'ai pas eu la sensation qu'elle allait tomber dans les pommes 200 mètres plus loin, donc je m'en suis pas rendu compte. Mais ce moment, c'était plus genre, on va vivre ce moment sportif à deux, plus que le projet Les Bornés qui te tourne en tête. Enfin, ça me passait même pas l'esprit. Vous êtes mis dans une bulle pour ce projet-là. Et je pense qu'on en avait besoin. Parce qu'on savait ce qui arrivait derrière, tu vois. C'est ce que j'allais dire, parce que derrière, tout de suite, comme tu l'as dit, le lendemain matin, vous êtes sur vos ordis et vous êtes concentrés sur l'étape du Tour. L'étape du Tour, donc 30 personnes, c'est ça? Exact. Comment ça s'est passé pour ces 30-là? Ils sont arrivés un mercredi matin à Boulogne-Billancourt. Non, déjà, ils sont arrivés la veille. Ils ont déposé leur vélo la veille au soir. On leur avait donné un horaire pour venir déposer les vannes que nous, on avait pré-récupéré dans l'après-midi avec la team conducteur qu'on avait montée, parce qu'on avait des binômes de conducteurs par van. Combien de personnes au total ça représente? Donc 30 participants. T'as 5 vannes et donc 10 conducteurs. D'accord. 30 participants au total, donc 20 personnes qui ne conduisent pas. Et le lendemain matin, c'était rendez-vous à 7h30? Non, 6h30. Oh, on avait été méchants, je crois. C'est ça, hein? Je crois, ouais, c'est ça. Et ils avaient rendez-vous donc dans mon appartement où ils arrivaient et on leur remettait un package de bienvenue. Dans le package, on avait plusieurs choses. Alors, on avait un t-shirt, très important le t-shirt parce qu'on a galéré à le faire avec le petit prénom brodé et notre baseline, parce qu'on a vraiment créé un slogan, c'était Bornés braque l'étape. Ils avaient tous dans le dos. Je sais pas si tu l'as vu sur l'étape. On avait des petites gourmandises, donc cookies, etc. Tout vegan, des boissons. Et on avait quoi d'autre? Et il y avait les futures enveloppes de leur mission, qui étaient remises par van, où en gros ils avaient des missions et ils s'affrontaient pour faire passer les 7 heures de trajet. On s'est dit ça va être extrêmement long. Ils devaient s'affronter et chaque van gagnait des points à la fin de chaque mission et on faisait un vote sur les réseaux sociaux et la communauté devait choisir quelle van allait gagner. Enfin, essayer de deviner quelle van allait gagner. Donc ça, c'était le début. Et ensuite, on descend tous ensemble, on arrive, on leur fait la surprise du lieu. Donc eux, ils vident les vannes pendant que nous on fait l'état des lieux, où on colle des petites étiquettes avec leurs prénoms sur les chambres pour qu'ils puissent savoir dans quelle chambre ils sont, pour pas se perdre au début parce que c'est grand. Donc chaque chambre avait son petit prénom, enfin ses 2 petits prénoms parce qu'ils étaient en duo par chambre, ils partageaient quand même. Mais chaque chambre avait sa salle de bain, il y avait pire quand même comme condition. Et on les fait rentrer dans l'espace et là ils découvrent ce qu'on leur a réservé. Et là, c'est l'effet waouh quoi. T'as une piscine, un hammam, une salle de sport, t'as un héliport, t'as un potager, t'as une pièce à vivre qui fait 230 mètres carrés, 2 terrasses. Donc là, j'imagine que l'ambiance doit être extraordinaire. Électrique, parce que tout le monde est surexcité. Là, il va faire bon, l'étape du Tour, le lieu est magique, les gens se découvrent, se rencontrent. Et c'était pas fini. C'est pas fini parce qu'en fait finalement le point d'orgue il arrive au moment où donc ça y est, tout le monde est un peu redescendu, a découvert sa chambre, sait où il va être. On les réunit tous dans cette immense pièce, donc dans le salon. Et là, arrive le moment, je pense, un peu clé pour nous parce que c'est l'aboutissement de quelque chose. On avait préparé ces paquets individuels avec les tenues Castelli qu'on avait mis des mois à préparer, avec toutes les dotations qu'on avait travaillé autour, avec les marques. On avait vraiment travaillé une histoire autour de ce package-là. C'est ça y est, tu fais partie de l'équipe Les Bornés, c'est parti, t'y es quoi. Et là, on leur remet en fait leur espèce de... Alors, ça ressemble presque, quand j'y pense, c'est une sorte de sac à linge, mais ça ressemble à une hotte de Père Noël en fait. Maud avait fait faire le design avec des montagnes, il avait marqué Les Bornés braque l'étape, et dedans, t'avais tout le package, et on leur remet un par un en fait ce sac. Et là vient le moment où ils déballent tous ensemble. Et ils se rendent compte en fait qu'on les a fait marcher, puisqu'on leur avait tous dit ramenez votre maillot Les Bornés officiel. On n'a pas prévu de tenue, on voulait prévoir une tenue, mais on n'a pas réussi, ça a échoué. Donc vraiment venez avec quelque chose et nous on aura quelques maillots en rap s'il y en a qui n'ont pas acheté la tenue pour que vous ayez une tenue à porter le jour J. Donc ils s'attendaient pas du tout à une dotation Castelli. Et quand ils voient la dotation et la hauteur de la dotation, parce qu'on était équipés des pieds à la tête, c'est-à-dire que c'était assez impressionnant, ils réalisent, je pense, tout le travail qu'on a fait. Et nous c'est le moment où en fait tu peux enfin lâcher les vannes, tu peux enfin te dire c'est fait, ça y est, on est sur place. Et là, pour la première fois, Maud verse une larme. Et moi, je suis trop contente. Ça y est, c'est bon, il fallait qu'on en arrive là pour 9 mois pour qu'elle accouche enfin de ce petit moment. Mais non, en vrai, j'étais touchée parce que je pense que là, on a réalisé encore une fois, c'est là où on a réalisé
Vous aviez touché les gens, en fait, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a ému à travers ça? C'est la réaction des personnes? C'est l'aboutissement du travail aussi, surtout. C'est-à-dire que tu vois enfin que tout ce que t'as imaginé, qui te semblait mais un délire de bout de comptoir, où quand on se retrouvait dans des pains quotidiens, une matinée entière à bosser ordinateur contre ordinateur avec un café, et tu te dis mais tiens, mais si on faisait ça, et qu'en fait tout ce qui était des idées se concrétise en fait, ouais. Et les gens l'ouvrent en fait et le découvrent et se disent mais c'est des malades mentales, parce que le nombre de personnes qui sont venues nous prendre dans leurs bras juste après en disant mais vous êtes des malades, et c'est là où tu te dis mais en fait ce qu'on leur fait vivre, il y en a aucun qui s'y attendait, ils auraient jamais espéré et osé espérer ça, et on a réussi à leur offrir un truc où je pense qu'aucune marque ne serait donné la peine de le faire pour eux, parce que ils le disent tous ils sont pas influenceurs, c'est pas des grandes personnes sur les réseaux sociaux, et ce genre de truc tu le fais à la base que pour des gens qui ont 80 000 followers, et eux de 100 followers à 80 000 ils ont tous eu les mêmes avantages. Enfin il y a eu quelques petites exceptions pour l'équipe influence, mais parce qu'elles devaient porter d'autres valeurs sur d'autres sujets, mais ils ont été tous dotés de la même façon, que tu avais 100 ou 2000 followers. Et on a eu aussi des personnes qui n'ont pas ce niveau de vie habituellement. Et entre autres, une fille qui est venue nous voir en pleurant et en disant mais ce sera la seule fois de ma vie que j'aurai un niveau de luxe comme ça. Je n'ai pas les moyens de m'acheter ça, et ma famille n'aura jamais les moyens de m'offrir ça. Et elle pleurait littéralement qu'on lui offre une maison comme ça pendant une semaine. C'est touchant, parce que depuis tout à l'heure, depuis le début de l'interview, t'expliques tous ces petits détails. L'énergie que tu mets dans le détail en fait pour que les gens soient satisfaits quelque part, c'est ça? Tu détailles en fait tout ce que tu as fait, et c'est vrai qu'effectivement une marque prendrait pas le temps de faire tout ça pour des personnes qui vont porter un maillot, mais depuis le début tu expliques à chaque fois très précisément. Alors j'ai pensé à cette idée, et je trouve que la démarche est vraiment il y a une vraie démarche entrepreneuriale. Donc ma question va être pourquoi en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui te motive à faire tous ces petits détails? Quel est l'objectif? L'excellence, je pense. Si on fait les choses, on les fait pas à moitié. C'est-à-dire qu'on est plutôt entêté et plutôt perfectionniste. Et je nous vois pas comme des filles qui allons dire ok bon on a réservé un Airbnb là, bof on sait pas trop comment on vous transporte. Non, parce que le moteur, ce que tu dégages en tout cas, c'est que ton moteur c'est de faire plaisir. Ouais. C'est de faire plaisir aux gens quelque part qui vous suivent et qui suivent un petit peu le mouvement que vous avez lancé à travers les bornés, quoi. Mais en fait on veut pas de l'égoïsme. C'est ce qu'on s'était dit avec Vanessa en fait quand on a commencé à prendre de la notoriété, que les gens ont entendu parler du projet Les Bornés, on s'est énormément fait contacter, et entre autres les gens voulaient nous offrir beaucoup de choses, à elle comme à moi. Et ça tu nous veux dire les marques, des marques, ouais, beaucoup d'avantages. Et c'est vrai qu'on a une chance folle, c'est qu'on roule sur un vélo qui nous est prêté. C'est un luxe de choisir les marques. Non mais c'est génial. Sauf que on s'est tout de suite fait cette réflexion, et je me souviens, on a eu une conversation quasiment immédiatement de ça doit pas être que pour notre gueule. Il faut absolument que ça soit redistribué sur la communauté par n'importe quel moyen. Et je me souviens à chaque fois, parce que j'étais plutôt en charge de la partie partenariat, à chaque fois qu'une marque venait me voir en me disant je veux vous offrir ça, ouais ok mais vous offrez quoi à ma communauté? Et c'était toujours ça la deuxième réponse juste derrière. Et c'est bien beau qu'on se fasse rincer avec Vanessa et qu'on ait plein de cadeaux et plein d'avantages et qu'on paye rien. Ok, génial, super. Mais qu'est-ce qu'ils vont apporter nous aux personnes qui font que les bornés marchent? Parce que si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a ces personnes qui le portent au quotidien et qui, en plus de ça, n'attendent rien en retour à part un ride le week-end. Donc il faut leur trouver quelque chose. Et ces gens-là nous ont cru. C'est con, mais il y a 6 mois avant le départ, quand on les a contactés en disant ça te dit de faire l'étape du tour avec nous? Et qu'on a dit tu mets 350 € sur la table, mais on sait pas trop ce qu'on va t'offrir en face, mais on va te loger et t'emmener, t'inquiète pas. Ils nous ont fait confiance aveuglément, et ça nous a mis, je pense, une forme de pression, et on s'est dit mais on peut pas les décevoir, et voire même faire encore plus, c'est qu'on va les scotcher. C'est-à-dire qu'en fait les personnes elles vont se dire mais 350 €, c'est même pas le niveau de dotation qu'ils ont eu. Ils ont eu pour plus de 450 € de dotation Castelli, juste Castelli. Donc en fait, ne serait-ce que ce qu'ils ont payé, ça paye pas la tenue. Et on voulait qu'ils se rendent compte que ok, ils ont peut-être cru en nous à un moment où, on n'était personne ni rien. Comme Castelli, c'est la même chose. Ils ont cru en nous à un moment où on n'était personne ni rien, mais on va pas les lâcher et on va aller jusqu'au bout. Et c'est la même chose qu'on fait maintenant avec ce partenaire qu'on a pour 3 ans et avec qui en fait on leur a dit mais même si on se fait démarcher, ça va être vous. Parce que vous avez cru au moment où on était personne. Oui, il faut être reconnaissant aux gens qui vous ont fait confiance dès le départ, et comme tu l'as dit, alors que c'était un début, c'était le début de l'histoire. Et ce qui nous drive au quotidien, ce qui fait qu'on est dans le détail, qu'on agit peut-être différemment d'une marque qui organiserait ce type d'événement, c'est que je pense qu'on donne à nos personnes qui nous suivent
un espoir, c'est-à-dire l'espoir de se dire demain je prends le départ de l'étape du Tour et je vais au bout. Et en fait, juste de voir ça dans leurs yeux, de se dire, moi je me souviens, on a une borneuse qui s'appelle Naomi, de la voir sur le départ parce que j'étais avec elle et elle avait la rage de vaincre, elle avait envie d'y aller. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, parce que je sais que je me suis déchirée pendant 9 mois avec Maud pour ça, pour me dire ok, on l'a emmenée là et maintenant c'est elle face aux montagnes et je sais qu'elle va y arriver parce qu'elle a la rage. Combien de personnes sur les 30 ont terminé ? Et ben c'est le problème justement, on n'a pas tout le monde qui a terminé, entre autres parce qu'on avait beaucoup de débutants première étape et ils étaient beaucoup en SAS 15. Et je sais pas si t'as entendu parler de la polémique cette année, mais ils avaient la voiture balai aux fesses et tu faisais une pause pipi ou un changement de roue et alors là c'était terminé, t'avais la voiture qui limite, t'avais le timer derrière toi quoi. Ouais. Et ce qui a été assez compliqué pour ces SAS personnes 15, parce que c'est très très loin. C'est très très loin et on a la fameuse Naomi qui n'a pas terminé a une moyenne de 15 de moyenne au moment où elle se fait arrêter. 15 de moyenne, normalement tu termines l'étape du Tour quand tu penses au principe que tu as quand même beaucoup de dénivelé à grimper. Donc on avait cette forme un peu de dégoût et d'ailleurs il y a une petite parenthèse assez intéressante à raconter sur ça qui représente je pense l'essence même du projet Les Bornés. Vanessa on s'était répartis chacune il y avait des teams, des sous-groupes, ok. Ouais, avec toujours une personne qui est sûre de terminer, une personne qui va être accompagnée par cette personne sûre de terminer. Vanessa a été avec une jeune femme qui s'appelle Justine. Vanessa fait partie des personnes qui ont dû s'arrêter parce que Justine s'est fait rattraper par la voiture balai et Vanessa est restée avec elle. Moi, j'étais avec Constance, la fameuse. Notre objectif, c'était toujours la même chose. On emmène la personne sur la ligne d'arrivée. Et moi, la Constance, la pauvre, je pense qu'elle m'a haï à la fin parce que je lui ai hurlé dessus sur les 15 derniers kilomètres. J'ai fini aphone. J'ai pas eu mal aux jambes à la fin de l'épreuve, j'étais aphone. C'est débile. Et donc j'étais en haut au moment où on a l'équipe et on apprend qu'il y a des DNF. Moi j'étais sur mon téléphone sur la moitié de l'épreuve et j'apprenais les DNF au fur et à mesure. Et ça me mettait une pression folle parce que j'étais avec Constance, elle va terminer, c'est impossible que je l'emmène pas là-haut. Donc je les lâchais pas. J'avais une équipe en fait après qui s'était agglutinée de 4 personnes autour de moi. Donc je les boostais, je leur filais des gels. J'étais en mode maman version 2000. Et arrivé là-haut, on est avec une bonne partie des finishers et on apprend qu'il y a 2 filles qui veulent abandonner au 117e, qui ont été dépassées par la barrière horaire et qui sont en train d'hésiter, est-ce qu'elles montent, même si elles sont plus avec la barrière horaire, ou est-ce qu'elles arrêtent là. Et il y a un mec de l'équipe qui avait accompagné, entre autres, un autre garçon et qui était lui très facile, qui décide de descendre et remonter les derniers kilomètres. Faut quand même vouloir les remonter les derniers, hein. C'est-à-dire que refaire le 117e jusqu'au 135e, faut avoir envie, pour aller chercher les filles et pour les faire passer cette fake ligne d'arrivée puisqu'elles n'étaient plus là, mais dans le but de dire vous l'avez fait, vous avez fait l'étape du Tour, on s'en fout s'il y avait ou non une ligne d'arrivée. Et nous pendant ce temps-là, on est allé parler à des bénévoles, parler à de l'organisation, et on a demandé si on pouvait leur offrir une médaille quand même au moment où elles arrivent parce qu'elles l'ont montée. Et ils avaient un nombre de médailles sur les bras qui n'était pas possible parce qu'il y a eu un nombre énorme de DNF à cause de leur barrière horaire. Beaucoup d'abandon cette année. La barrière horaire était vraiment très compliquée. Et à ce moment-là, en fait, on a une idée. Donc on prend les médailles pour les 2 filles et on en prend d'autres pour tous ceux qui n'ont pas terminé. Et je me souviens très bien de faire une réflexion à la personne qui prend les médailles en disant moi je suis pas sûre qu'ils l'accepteront arrivé au chalet parce que quand t'as pas fini une épreuve, est-ce que tu vas accepter de porter une médaille? Donc déjà, nous, on attend les 2 filles qui remontent, on leur remet les médailles, elles pleurent. De toute façon, la séquence est sur la vidéo et on le voit tout à fait qu'il y a vraiment un gros esprit de cohésion et d'émotion. Je mettrai le lien de la vidéo dans les notes du podcast. Ouais, elle a un petit côté émotion assez fort. Et quand on arrive au chalet, le soir, c'était la grosse surprise qu'on leur avait prévu une énorme soirée raclette fondue. Ils le savaient pas, c'était organisé en total secret avec les 2 gestionnaires du chalet, qui avaient fait une énorme tablée avec des bougies. Enfin, le truc était magnifique. Tu rentres, t'es dégueulasse, t'as fait une épreuve, t'es rincé, et en fait, t'arrives et t'as un truc sublime et merveilleux qui t'attend. Donc tout le monde était un peu requinqué. Et à cette table, tout le monde se mélange. Entre autres, les gens qui ont fini, les gens qui n'ont pas terminé. Et arrivé au dessert, on avait 2 choses à faire. Célébrer un anniversaire d'un qui faisait l'étape du Tour ce jour-là. Et entre autres, remettre les fameuses médailles aux non-finishers. Et c'est à chaque fois des membres qui ont terminé l'étape qui ont remis la médaille à des membres qui n'avaient pas terminé. Et on a juste fait un petit discours en disant écoutez, on a une surprise pour ceux qui n'ont pas fini parce que pour nous, vous êtes finishers. C'est-à-dire que vous avez fait la prépa, vous avez soutenu le projet jusqu'au bout et les bornés, c'était pas juste une ligne d'arrivée, c'était bien plus que ça. T'as eu un nombre de larmes pas croyable, c'est-à-dire que ça a été. J'ose imaginer. Mais c'était génial parce qu'en fait, ils l'ont tous accepté et je pense que cette médaille, c'est pas une médaille pour eux de finisher. Ouais, c'est un souvenir, c'est un ensemble, j'imagine. Ouais. C'est le projet, c'est un moment en fait. C'est l'équipe, c'est les 30 personnes, c'est la cohésion qu'on a réussi à créer. C'est un souvenir, c'est des moments d'émotion. Et quand tu l'as sur la vidéo, tu vois des gens pleurer et en fait, tu les vois avec une médaille et tu les vois se faire remettre une médaille et tu comprends pas trop pourquoi. Parce que si t'as pas en fait l'histoire derrière, tu comprends pas. Mais c'est juste tellement puissant que quand tu repenses à cette histoire-là, tu te dis mais c'est ça en fait le projet Les Bornés. C'est pas juste le passage de la ligne d'arrivée, c'est tout ce que ces gens-là ont réussi à partager et ont réussi à se transmettre en émotion entre eux.
Non, mais j'écoute avec grand intérêt tout ce que tu dis. Franchement, c'est très très intéressant. Et moi, je pense aux partenaires. En fait, vous avez eu des retours partenaires suite à ça? Ça, c'est ma partie. En fait, déjà, combien de partenaires sur ce projet Étape du Tour environ, et les retours que vous avez pu avoir? Une dizaine de partenaires, entre les partenaires équipement, transport, financier. Ouais, c'est une dizaine. Et surtout, en rentrant, c'est là en fait où on reprend un peu. C'est toujours pas terminé, c'est-à-dire que c'est pas fini, genre on range tout, c'est les vacances. Bien sûr. On a la vidéo à faire. On a la vidéo à faire, en effet, le film de l'étape, et surtout, on fournit à nos clients. Du moins, je sais pas des clients, c'est des partenaires, tu vois, je professionnalise le truc. Une forme de rapport, en fait, avec tout ce qui s'est dit concrètement sur eux pendant l'événement, et surtout sur la partie digitale. Donc, j'ai fait une sorte de rapport data, et c'est là où on se rend compte de quelque chose, c'est que des projets d'influence marketing, on en a mené beaucoup. Là, la communauté, elle engage quasiment 3 fois plus qu'une simple opération d'influence marketing. Pourquoi ? Parce qu'elle est engagée à un instant T sur une période. Peu importe le niveau d'audience qu'elle va avoir, elle communique à fond pendant l'étape. Ils ont joué le jeu, on les a briefés, c'était aussi l'objectif. Mais les rapports qu'on a fournis sont uniques pour les marques parce que on a réussi à créer un taux d'engagement record sur cette épreuve-là. Donc plutôt satisfait. Ouais, et avec des partenaires qui veulent renouveler. C'est ce que j'allais dire. Donc si c'est satisfaisant. On a de toute façon le long cours avec le contrat DAC qui est sur 3 ans, et ça c'est une chance folle pour nous parce que ça retire un poids monstre en termes de négociation. On a beaucoup de marques qui nous approchent. La question déjà c'est comment on structure 2020 puisqu'on veut aller encore plus loin. Si ça s'arrêtait à refaire exactement la même chose, ce serait beaucoup trop facile. En même temps, vous avez mis la barre très très haut dans tout ce que tu viens d'expliquer, dans tout ce que vous venez d'expliquer. Vous avez mis la barre très très haut. Tu veux rigoler ? On a vraiment un truc entre nous deux. Quand on sort de rendez-vous complètement fou, déjà, je te passe la phase un peu, on crie dans tous les sens, on se frappe dans les mains, on se fait des checks, c'est génial. T'as l'ascenseur, c'est ça ? Voilà, exactement. Il y a toujours ce moment où on se regarde, on fait un jour, on finira au ministère des Sports. Et franchement, on le dit en rigolant, mais plus ça va, plus c'est crescendo en fait. On a aussi le hashtag toujours plus, c'est-à-dire qu'en fait, quand l'une négocie quelque chose et l'envoie à l'autre en disant tiens j'ai réussi, il y a toujours ce hashtag qui tombe à un moment dans la conversation. Il y a un défi entre vous ou pas en fait? Non, c'est pas vraiment un défi, non. Non, mais en fait je pense qu'on sait qu'on a des points forts chez l'une et l'autre, qu'on exploite à fond, c'est-à-dire qu'on a un passé professionnel qui fait qu'on utilise ça clairement pour le projet Les Bornés. C'est logique en même temps, c'est logique. Bien sûr, ouais. Et on en joue complètement. C'est-à-dire que je sais que s'il faut jouer l'émotion, vaut mieux envoyer Vanessa que moi. C'est pas moi le meilleur atout sur ce côté-là. Là où la partie négociation business, c'était mon ancien métier, donc c'est beaucoup plus facile parce que j'y vais les yeux fermés et au pire je me prends un râteau et puis c'est pas grave, hein, on passera à un autre partenaire. Avant de parler du futur, de l'avenir, je suis sur votre site, donc il y a digitalisé, accompagné et féminisé. Je pense que d'après notre échange, on a couvert les trois volets. Tu me dis si je me trompe, hein, mais on a couvert les 3 volets. Et j'aimerais que tu nous parles maintenant, enfin que vous nous parliez de la suite en fait. C'est quoi ? Parce que quand tu nous expliques avec beaucoup d'émotion et la partie digitale et tout ce que tu as fait pour les membres. Tu te dis waouh, où est-ce que ça va s'arrêter en fait quoi. C'est quoi la suite de l'histoire? On a plein d'idées. Le problème c'est que quand tu as une idée, tu la réalises, tu vois donc. Le point numéro 1 peut-être, c'est tu veux peut-être parler de ce qui va peut-être nous arriver dans les prochaines semaines? Je pars en Allemagne pour un petit voyage solo. J'aurais aimé que tu sois là. Non, c'est parce que c'est l'émotion apparemment. Donc c'est toi qui y vas parce que c'est le côté émotion. Elle sera au soleil pendant. Je serai en vacances. D'accord. Pendant cette période. Donc mais je vais mettre tout mon cœur quand même à l'ouvrage. Je vais représenter en fait le projet Les Bornés parce qu'on a eu la chance d'être repéré par une marque, par Adidas, qui nous a proposé potentiellement d'incuber le projet Les Bornés à Station F. Donc c'est l'incubateur Adidas s'appelle Plateforme A et on est dans la dernière phase de sélection. Et la dernière phase, c'est d'aller pitcher Les Bornés en Allemagne au siège d'Adidas. C'est génial. Devant l'ensemble des dirigeants. Donc Vanessa va représenter Les Bornés devant les plus grosses têtes d'affiches d'Adidas monde. Je vais essayer de les faire pleurer. Non, ok, de les faire rire. Et quand tu reçois cet appel, enfin quand l'une de vous reçoit cet appel, tu raccroches, tu t'es dit waouh, il y a 2 ans on n'était même pas inscrit à l'étape du Tour, on n'a même pas eu l'idée, et là aujourd'hui on est contacté et derrière ça peut juste exploser, même si l'avenir certainement va être très très beau pour vous, qui est Adidas ou pas, mais là c'est un accélérateur énorme en fait. En fait c'est un contact déjà par LinkedIn d'une personne avec qui j'ai bossé dans un de mes anciens métiers, donc je comprenais pas du tout au début le rapprochement entre les deux. Ça
ça s'enchaîne avec un entretien, parce que Vanessa, je savais même pas en fait pourquoi il voulait me rencontrer. Elle m'a un peu écrit en mode, on a des projets chez Adidas, ça serait bien qu'on en parle, parce que ça peut être commun avec les bornés. Donc moi je l'ai rencontré sans Vanessa au tout début, parce que je me suis dit c'est une ancienne connaissance, on va voir ce qu'elle me raconte. Je sors du rendez-vous, j'appelle Vanessa, je fais attends là, il se passe un truc un peu fou. Elle est en train de me proposer un truc assez dingue. Et s'ensuit en fait plusieurs processus d'entretien, et c'est là où tu réalises que ce que tu as mené comme communication, tout ce que tu as fait, en fait c'est porteur, parce qu'il y a des marques à ce niveau-là, qui est quand même un niveau international, qui s'intéressent à toi. Mais 2020 va pas s'arrêter que à ce sujet-là. En 2020, on a plein d'autres projets. On a des projets d'étendre aussi au triathlon, parce qu'on se rend compte que cyclisme et triathlon, c'est très corrélé. Nos membres sont en grande partie des triathlètes, des anciens coureurs aussi pour beaucoup, donc qui ont utilisé le cyclisme comme sport complémentaire. Donc on sait qu'il y a une carte à jouer sur ça, qu'à l'Ironman, on était 9% de femmes. Donc en gros, c'est same entre les deux, il y a un vrai problème de féminisation. Donc on sait qu'on a cet axe-là qu'on va essayer de travailler. On sait pas, on a quelques idées en tête, mais on va pas tout révéler, parce que sinon c'est la communauté serait plus qu'au courant, mais on a quelques idées de courses, toujours un peu de surprise, toujours beaucoup de surprises. Il y a 2020, étape du Tour, on sait pas encore comment on l'aborde. Ça va être encore un gros chantier, je pense, mais si on prend un petit peu de recul et la vision globale, c'est de se dire ok, on a réussi à intégrer des femmes, à créer une communauté. Finalement, on fait, je pense, qu'on appelle encore une fois, de la démocratisation intelligente, c'est-à-dire qu'on propose à des personnes de participer à des épreuves sportives avec un niveau exigeant, tout en faisant de la sensibilisation autour de la préparation qui est très importante, mais on n'est pas du tout sur de la banalisation du sport, que ce soit sur le triathlon, donc avec les 3 sports, ou sur l'étape du Tour, uniquement de la cyclosportive. C'est super important pour nous de préciser que oui, aujourd'hui, n'importe qui peut venir rouler avec nous, débuter avec nous. Demain, tu veux t'engager sur une course, ok, voilà comment ça se passe, voilà la prépa qui t'attend. Ça, c'est super important, et c'est notre vision. D'ailleurs, c'est les questionnements qu'on a pour 2020. Comment mieux les accompagner, comment mieux les conseiller, c'est-à-dire faire de cette équipe une vraie équipe, comme une équipe pro, c'est-à-dire avoir un accompagnement qui soit au-delà de ce qu'on a fait jusqu'alors. Ça représente combien de personnes aujourd'hui, votre communauté qui vous suit? Alors il y a peut-être des gens qui sont plus actifs que d'autres, mais ça représente combien de personnes? Ouais, ça dépend des réseaux. On a passé très allègrement la barre des 2000 followers sur Instagram, là où on va être aux alentours des 600 membres sur le groupe Facebook. Donc c'est plutôt des personnes qui présentent un vrai intérêt à venir rider. Strava, je ne saurais dire à combien on est, parce que ça augmente assez rapidement. Strava qui a vraiment pour objectif de présenter les rides et d'annoncer les parcours, etc. Mais c'est exponentiel en fait, c'est à la fois le côté positif et le côté assez flippant, c'est que tu vois le projet grandir très vite et en même temps tu essayes de suivre. Ouais, parce que dans tout ce que tu décris, dans tout ce que tu expliques, ça va quelquefois plus vite que ce que vous l'aviez imaginé en fait. Pour te donner un exemple, on a quand même une proposition d'ambassadorship à Casablanca, donc là on part quand même très loin et on s'attendait pas du tout à ça. En fait, on ne sait pas où est-ce qu'elle est la limite pour les bornés. Vous pensez à l'international ? Bien sûr, parce que la France n'est pas le seul pays où il y a un problème de féminisation du sport. Donc, à quel moment, en fait, comment on va réussir à enclencher ce projet pour qu'il soit international, qu'on ait une communication qui soit pas uniquement axée Paris. Donc déjà, on a commencé avec l'ouverture des villes. L'international va être une des raisons. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les bornés ne soient pas uniquement des rides, que ça soit potentiellement des conférences, des talks, des choses qui font de la sensibilisation sur le terrain? Est-ce que demain il faudrait qu'on travaille aussi sur la sensibilisation des jeunes, parce que les jeunes femmes, toutes les appréhensions qu'on a nous en tant qu'adultes, elles viennent de notre adolescence. Il faut savoir que la plupart des femmes arrêtent le sport à 14 ans, entre 14 et 16 ans, parce qu'elles sont pas bien dans leur corps et que les structures les accueillent pas correctement. Donc jusqu'à quel stade en fait on va réussir, et c'est d'où le petit clin d'œil ministère des Sports, mais à quel stade on va réussir à mener le projet Les Bornés pour qu'en fait ça soit limite le mot clé que tu utilises quand tu parles de féminisation du sport, certes avec le cyclisme et le triathlon en ligne de mire, mais la féminisation elle passe partout et elle est même inverse, c'est-à-dire que moi demain quand je vais mettre un mec sur un tapis de yoga pour lui faire des étirements et le faire travailler en fait sa souplesse et potentiellement son corps après une épreuve longue comme ça, on démocratise encore dans un autre sens. Non, je suis totalement en phase avec toi, c'est super intéressant. Et comment tu vois les bornés dans 5 ans? C'est marrant, on nous a beaucoup posé cette question ces derniers temps. Ça va tellement vite que comment vous imaginez les bornés Bon, on rachète Adidas, non? C'est pas ça le concept? S'ils nous entendent à ce moment-là, et moi, j'aurais déjà fait la présentation. Ok, c'est bon, tout va bien. Non, dans 5 ans, alors du coup, il y a les JO qui arrivent. On est pas mal. Et pourquoi pas une équipe Les Bornés sur les JO? Ouais. Attends, why not sur des athlètes qui seraient sponsorisés Les Bornés et qui prôneraient les valeurs Les Bornés?
Très sincèrement, si encore une fois on pose les choses, là les choses vont très vite, 2 fois plus vite qu'avant. On a la chance, on a une opportunité avec Adidas. Ce qu'il faut, je pense, c'est qu'on prenne le virage intelligemment, parce qu'on peut avoir beaucoup d'opportunités là qui peuvent se présenter d'un coup. Il faut qu'on saisisse les bonnes au bon moment et qu'on le fasse. Qu'on fonce toujours aussi fort, parce que ça c'est notre force, mais qu'on le fasse en étant peut-être bien entouré aussi. Alors, quand tu dis bien entouré, c'est-à-dire vous allez vous entourer de coachs pour vous accompagner, ou alors vous entourer d'effectifs? Effectif, c'est possible, on y pense, parce que quand on voit la logistique, que même ne serait-ce qu'opérationnelle de 2019 et l'ensemble des idées que nous avons. Oui, parce que je suis quand même sortie de l'étape en lui disant j'ai une nouvelle idée d'animation. Donc clairement, ça ne s'arrête jamais. Donc est-ce que quelquefois elle te dit non à tes idées? Tu me dis non parfois. C'est dur de le dire non, d'accord. Parce qu'après c'est vrai, il y a lobbying, il y a processus de lobbying. Exactement. Okay, mais alors vrai. maintenant, j'essaye de mettre les formes et de dire. Peut-être, je pose des questions. Est-ce que tu penses que généralement, tu gagnes du temps en fait, c'est ça? Voilà, je gagne un peu de temps. Parfois l'idée est avortée, parfois de toute façon elle revient à la charge. Non, mais je pense que oui, quelquefois on se rend bien compte avec le temps qu'il y a des choses qui sont pas faisables, mais on le voit rapidement. Enfin moi je trouve qu'on le voit rapidement quand même. Non, on est assez réaliste, mais donc oui, on va forcément être obligé de staffer. Parce qu'il y a un moment, on peut pas être sur tous les fronts et on a besoin de sommeil et de manger. Parce que les repas à 15h, j'ai oublié de manger. Il va falloir qu'on arrête de faire ça au bout d'un moment. Et il y a aussi le fait que on va devoir bien s'entourer avec les bons ambassadeurs. C'est important. Les personnes qu'on a choisies pour représenter les Bornés en France, c'est le travail de Vanessa. Clairement, c'est un énorme travail de fond, d'échanger avec les personnes, voir leurs valeurs. C'est intéressant ça. Quelles sont les valeurs que tu recherches chez une personne que tu repères en fait? Alors déjà, parce que j'imagine que tu es en veille sur différents profils. Et comment tu fonctionnes? C'est des personnes qui viennent vers nous. Déjà, c'est ça, c'est très intéressant, c'est que c'est même pas à nous d'aller les démarcher, elles viennent naturellement vers nous. Et ce qui se passe dans le processus, il y a, comme Maud le disait, c'est du bénévolat. Donc, il faut qu'on s'assure qu'elles partagent absolument les mêmes valeurs, qu'elles aient les mêmes envies et qu'elles se sentent, elles puissent être réinvesties à un moment donné. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait passer une sorte d'entretien téléphonique à chaque personne. Et c'est pas un entretien genre alors quel est ton passé sportif. C'est plus parle-moi de toi, ton rapport au vélo, comment tu pratiques, avec qui. Quel type de personne aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu veux rejoindre les Bornés? Qu'est-ce que tu vas représenter avec les Bornés? Le blocage, enfin du moins la contrainte qu'on a nous aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sur le terrain. Donc je pourrais pas les checker s'ils font bien leur ride, je pourrais pas les checker si tout se passe bien, s'ils diffusent bien nos valeurs. Donc je pense que là où le travail il est important, c'est d'être en contact permanent. Donc c'est bête, mais on a un groupe WhatsApp par ville et on a notre binôme, on communique avec eux. S'il y a le moindre problème, on est là. Là, par exemple, on a eu les premiers rides sur les villes. Il faut que je prenne le temps de les appeler un par un pour dire ok, ça s'est passé comment, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ne serait-ce que pour les rassurer et leur montrer qu'on est là en fait. Et c'est ce que je disais, c'est du vrai management d'équipe pour le coup. Donc ça, c'est un des points forts en termes d'entourage. L'entourage après sur lequel on tient énormément, c'est les bonnes personnes en termes de conseils. C'est-à-dire que les Bornés, c'est en train de scaler énormément. Comment scaler ce projet pour que demain peut-être ce soit un projet où le temps qu'on investit à minima nous rémunère un peu, parce qu'actuellement c'est du full bénévolat. Donc les heures et les heures et les heures passées à travailler sur ce projet, en fait c'est de la gratuité de notre temps. Et c'est aussi ce qu'on a essayé d'expliquer aux personnes qui sont venues, les 30 personnes à l'étape, parce que parfois je pense que c'est tellement professionnel, tellement fait comme une marque. C'est important de le rappeler. Ils s'imaginent, je pense, peut-être qu'on est payé à faire ça. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que c'est du temps, justement, même ça nous a coûté de l'argent, ça nous a coûté de nos salaires, parce que comme c'est associé, on a associé notre entreprise à LBDC, les LBDC et les Bornés sont associés ensemble. En fait, on a injecté de l'argent LBDC dans le projet Les Bornés, et donc en fait, on ne s'est pas payé cette année pour pouvoir faire vivre le projet Les Bornés. Ce qui est sidérant pour la plupart des gens, c'est quand tu commences à leur dire, en fait, cette année, moi, je me suis pas payé, j'ai travaillé gratuitement, même sur mes clients, parce que j'ai voulu faire en sorte que ce projet il fonctionne. Les gens te regardent avec des grands yeux, genre, mais tu as un problème. Plusieurs, sûrement, oui. Si vous aviez quelque chose à dire, un message à faire passer, mais à vous deux, il y a 2 ans. Quand on voit le chemin parcouru en 2 ans, qu'est-ce que tu aimerais te dire? Toi, il y a beaucoup de chemin. Je dis souvent tu, parce que vous faites tellement une personne que je dis souvent tu. Oui, tu peux dire tu. Oui, on n'est qu'un. Si je devais me dire quelque chose à moi d'il y a 2 ans, donc quand j'étais en poste directrice data, que je tournais un peu en rond, je pense que je me dirais, écoute, il va se passer un truc, tu vas rencontrer une personne, je pense que tu vas faire le plus grand saut dans le vide de ta vie. Moi, c'est ce que je ressens, même personnellement, mais tu vas tellement apprendre
tu vas tellement juste kiffer et savoir pourquoi tu te lèves le matin. C'est pas que j'aimais pas ce que je faisais, j'adorais ce que je faisais. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Tu le fais pour une cause différente. Exactement. Pour des vraies valeurs et qui me et nous tiennent à cœur aujourd'hui. Moi, je remonterai un petit peu plus qu'il y a 2 ans, parce que j'ai quitté le salariat il y a un petit peu plus longtemps maintenant. On va bientôt approcher des 3 ans. Et j'étais le profil parfait de l'école de commerce. J'avais fait bac S, spécialité maths, école de commerce. Le profil parfait de la petite fille parfaite qui bosse dans le monde du luxe, qui ensuite a fait business dev, et ensuite fini chasseuse de tête avec un super salaire. Et je démontais quasiment tout le monde avec mon niveau de salaire à l'âge que j'avais, qui était 25 ans. Et je suis sortie de tout ça hyper échaudée, à la limite, enfin en burn-out, et en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais de ma vie, un peu perdue. Et cette jeune femme-là, à l'époque, a lu un bouquin qui m'a clairement changé la vie, puisque j'ai. Donc, tu vas nous donner le titre. Je pense trop, ouais, quelque chose comme ça, quelque chose que je pense trop. Des liens, c'est intéressant. Qui en fait est un bouquin qui m'a été recommandé par une de mes anciennes collègues. Et ça a été un grand changement pour toi, la lecture de ce livre. En fait, on s'est fait virer toutes les deux au même moment. J'ai été virée parce que j'ai été mise en arrêt maladie à cause de mon burn-out. Donc, je te laisse imaginer déjà l'ambiance de la boîte dans laquelle j'étais, qui était merveilleuse. Elle m'a conseillé ce livre-là en disant Maud, je pense que tu es quelqu'un de spécial, mais je veux que tu lises ce bouquin pour savoir si tu l'es vraiment ou pas. Très bizarre, hein, une de tes collègues qui te dit ça, tu fais mais ok, très bien, je vais lire le bouquin, j'ai rien d'autre à faire de toute façon. En fait, le bouquin explique ce qu'est la haute potentialité, ce qu'on appelle les zèbres dans la société, c'est-à-dire c'est des gens qui pensent différemment et qui en fait sont très difficilement intégrables dans le monde du travail parce que tu penses pas pareil, t'as pas les mêmes niveaux de valeur. Et donc moi, dès qu'il y avait une injustice en entreprise, j'étais la première à me lever pour dire non mais c'est pas juste ce que vous faites, alors que ça me concernait pas et que la plupart des gens ils baissaient la tête et ils restent sur leur écran. J'ai eu un énorme moment de révélation à ce moment-là, puisque c'est ce qui m'a fait choisir l'entrepreneuriat. Et à cette fille-là qui a pris un risque fou, parce qu'en fait je sortais du cadre hyper bien construit où j'avais réussi tout, je réussissais tout. Tout était parfait. Tout était toujours parfait. Et à ce moment-là, je me prends une grosse claque et je me retrouve en fait à remettre en question qui je suis. Parce que je le niais depuis des années, je pense. Mais ça a beaucoup fait rire ma mère qui le sait depuis des années, en fait. Et ils ont fait, c'est maintenant que tu t'en rends compte, t'es mignonne. Et donc je lui dirais en gros, tu vas clairement prendre des tarifs parce que c'est pas facile d'être entrepreneur. Tu vas douter plus d'une fois de toi, plus d'une fois des gens aussi. Tu vas être déçu par des personnes parce que c'est normal, c'est la vie. Mais ce que tu vas en retirer en termes de maturité, d'expérience, de rencontres. On rencontre des gens, mais j'aurais jamais pensé rencontrer ces personnes-là dans ma vie. Et des personnes hyper inspirantes qui ont des carrières de folie où tu as des paillettes dans les yeux en disant mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi moi ? Et je lui dirais juste attends, wait and see, parce que ce qui va se passer, en fait, tu aurais jamais pu le prévoir. Ça fait pas partie de ta to-do list que tu avais mis à la sortie d'école de commerce. Et en fait, tant mieux, parce que cette to-do list-là, elle ferait que tu serais en burn-out dans un job qui t'emmerde complètement, avec des collègues que tu peux pas saquer, mais juste tu gagnes un super bon salaire. Oh merveilleux. Donc ce serait plutôt genre wait and see. C'est cool en tout cas. C'est vraiment très très beau témoignage que vous venez de nous faire toutes les deux. Ma dernière question, ça serait est-ce qu'il y aura une personne inspirante que vous aimeriez entendre sur le podcast Ultra Talk? Sur son parcours sportif ou Je sais. Séverine Debouy. C'est une personne, justement, quand on parlait d'entourage, qui nous encadre depuis un moment, qui est une ancienne cycliste professionnelle, qui est une personne inspirante, non pas uniquement parce qu'elle a accompli sur le plan cycliste, mais tout son parcours, son histoire de vie, qui l'amène là où elle est aujourd'hui, qui fait que pour nous, c'est un mentor et un modèle. Vous avez eu l'occasion de la rencontrer à Kilomètre Zéro l'année passée, peut-être? Je sais qu'elle avait fait un talk à Kilomètre Zéro. Et c'était avec nous. En fait, c'est nous qui lui avons fait faire un talk pour parler de son histoire, qui est juste folle. Mais cette histoire avec Séverine, c'est qu'elle est venue me parler sur Instagram. Elle m'a poké sur Instagram et puis j'ai fait allez, si tu veux, viens, on va prendre un café au pain quotidien. C'est notre QG, hein, visiblement. Mais improbable, on savait pas du tout ce qu'elle nous voulait. On avait juste vu que c'était une ancienne cycliste et raccord les bornés, quoi. Et c'est parti de ça et c'est maintenant la personne qui nous pousse à être meilleurs tous les jours. Et elle nous pousse à faire en sorte que tout ce que l'on entreprend, on ait les bons contacts et les bons leviers au bon moment. Donc ça, ce serait une personne intéressante. Après, sportivement, on a rencontré des gens fous. On a eu la chance de rencontrer Yannick Agnel, qui est un mec mais hyper bien câblé, et c'est juste impressionnant ce que tu lui parles et tu te dis mais t'iras tellement loin. Nous, ça nous avait scotché. Je me souviens de ce dîner où Vanessa lui a clairement sorti on a des idées de carrière pour toi. Clairement, tu penses pas à ça et ça, et on a commencé à lui sortir des idées de carrière. Donc c'était assez fou. On a rencontré il y a pas longtemps Manon Genet, qui pareil est impressionnante. Manon, qui est passée sur le podcast, c'est
Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. des Tu gens vois où- comment elle construit sa carrière. Tout est réfléchi, tout est bien fait. Ouais. Et Et c'est ça, passionnant. c'est des personnes, en fait, alors, outre l'humilité qu'ils Bien dégagent, sûr. qui est juste folle, je pense que l'histoire de vie parfois qu'ils ont peut vraiment inspirer parce que tu te rends compte que c'est pas forcément prédestiné. Tout n'est pas prédestiné, c'est-à-dire que tu peux faire, et d'ailleurs, très à l'image de notre génération, tu peux faire 25 métiers différents dans une même vie. Complètement. Et tu vas changer, tu vas apprendre plein de choses. Et ces gens-là en sont la pure représentation, parce que Séverine, c'est une ancienne cycliste pro, qui est devenue une super businesswoman, qui maintenant a encore d'autres projets de carrière, mais on se tait parce que on est dans la confidence. Yannick, qui était un ancien champion des bassins, qui maintenant se débrouille très très bien. Et tu vois ça, tu te dis, mais en fait, c'est cette pluralité des profils. Ouais. Ils qui est arrivent à hyper pivoter intéressante. complètement et à être bons Ouais. dans ce qu'ils font. Ouais. C'est ça. Et pourtant, sans rester dans une ligne droite parfaitement tracée, parce que sinon, il serait commentateur sportif sur Europe 1, quoi. Enfin, Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez partager ? On arrive sur la fin du podcast. S'il y a un message que vous voulez faire passer, ou... c'est le Vous moment. voulez le petit message inspirant ou parce que je peux faire dans l'émotion, il n'y a pas de problème. Non, à tous ceux qui écoutent ce podcast, quel que soit ce que vous entreprenez sportivement parlant ou personnellement ou professionnellement, allez-y à fond. Faites les choses bien, prenez le temps d'y aller étape par étape, mais restez bornés, restez entêtés et croyez en vos rêves, tout simplement. Et n'écoutez pas les mauvaises langues. Parce que si on avait écouté les mauvaises langues dès le début, on ne l'aurait pas faite, l'étape du tour, la toute première. Et si on continue d'écouter les mauvaises langues qui critiquent le projet Les Bornés en disant que les gens qui viennent rider avec nous, ils auront jamais de niveau parce que on ride trop lentement, moi je les attends sur un ride le week-end. Il n'y a pas de problème. En tête de peloton, je m'en occuperai. Bravo en tout cas pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour venir nous expliquer votre parcours. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite le meilleur. On attend avec impatience la réponse de début octobre. On croise les doigts. J'espère que je pourrai annoncer une bonne nouvelle. Et puis je vais continuer à suivre votre projet et le voir continuer à s'envoler. Voilà, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous rappelle que les liens qui permettent de suivre mon invité se trouvent dans les notes de l'épisode. Vous pouvez ainsi le remercier, l'encourager ou juste lui laisser un message. Cela va lui faire le plus grand plaisir, j'en suis certain. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Ultra Talk.